Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, pour cette édition littérature qui sera consacrée au roman Wayseeker, comme vous aurez vu en miniature, qu'on peut tout de suite, je pense, surnommer Cheminante aussi, hein, parce que comme on connaît déjà le titre français, c'est annoncé. Fidèle à notre habitude, bon, ici Francis en direct de Québec et à l'écran, ceux qui nous écoutent sur YouTube, vous aurez reconnu Jean en direct de Vancouver. Ça va bien, Jean? Salut, ça va? Écoute, on rentre de la piscine, là, on est bien. Oui, ici aussi, c'est la période piscine. Ah. Et les habitués auront reconnu notre acolyte, Pas mal. Lord acolyte, qui s'est surnommé Philippe en direct du coin de Bordeaux, hein, je crois. Ouais, c'est ça, un peu en dessous, encore dans les Landes. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que c'est la canicule aussi par chez vous, Philippe? Cette semaine, ça a été. On va à la piscine aussi, mais là, il est un peu tôt là pour y aller. Mais sinon, oui. Il fait beau, il fait chaud. C'est l'été, c'est les vacances. C'est top. Parce que ma connaissance du sud de la France, c'est qu'en juillet, c'est les incendies tellement que c'est la sécheresse puis tout ça. Donc, et on vous envoie des avions pour vous aider à éteindre les feux. Là. Donc, est-ce que ça, cette année? Non, cette année, on y a échappé. Non, c'était il y a 2-3 ans que ça a brûlé très fort. Mais là, cette année, pour l'instant, on touche du bois, sans mauvais jeu de mots, ça va plutôt bien. Excellent. Nous, c'est l'inverse. Tu vois, c'est dans le coin de chez Jean que ça brûle. Au Québec, c'est très tranquille. Mais là, ça brûle tellement que ça nous pollue notre air. Écoute, c'est du jamais vu. L'autre jour, Jean, il nous envoie tous ces gaz. Justement, quand tu très mauvais, il faut le dire. Le vent n'est pas couvert, alors. On va parler de ça, on va débunker direct, parce que ça me surprenait que tu disais qu'il y avait des feux de mon côté, parce que nous, on n'en voit pas, bizarrement. Et non, c'est tout ce qui est à l'ouest du Québec n'est pas juste le Canada, tu vois, il y a plusieurs provinces entre, et c'est dans les prairies que ça brûle, c'est pas dans l'ouest. Ah, moi, j'avais compris que c'était encore le bruit britannique. Fait que, mais je sais que toi, tu es vraiment au bord de l'eau. Ouais, nous, pratiquement dans l'océan Pacifique. Là, donc, on a checké, mais non, on n'avait pas de feu dans le coin. Excellent. On salue nos amis de Star Wars Littérature Québec. Si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à rejoindre le groupe Facebook ou à découvrir leur podcast de leur côté aussi. C'est toujours des discussions très intéressantes auxquelles on participe assez régulièrement aussi. Et je te demandais, on avait quoi pour les auditeurs de Star Wars en direct récemment? Mais récemment, on a de la littérature toujours et encore. Je crois que Star Wars n'existera plus, qu'il y aura toujours la littérature sur Star Wars en direct. Dernière émission, c'était le dernier roman de l'Haute République, le Trials of the Jedi, qu'on a fait en compagnie de Juliane, qui, elle, l'avait lu en papier, en livre physique, des vrais livres avec des pages et tout. Et voilà, donc c'était super sympa, on vous conseille d'écouter ça. Donc le tout dernier roman du cycle Haute République, ça y est, c'est terminé. Maintenant, avec le comics qui est sorti aujourd'hui, voilà, la Haute République est terminée, après 4 ans et demi de bons et loyaux services. Et on a également une émission spéciale, c'est ça, en Star Wars en direct, édition spéciale, de la fameuse Comic-Con Montréal, où toi-même, ainsi que toute la brochette de chroniqueurs québécois, donc on voit Seb à l'écran, Juliane également, ta fille, Tamara, c'est Tamara qu'on voit sur la photo là. Oui, exact. Elle faisait partie aussi du panel, et donc vous avez discuté de Star Wars. Avez-vous encore espoir? Tout à fait. Donc, ceux qui n'étaient pas présents, ou même si vous étiez présents dans la salle à Montréal, on vous invite à réécouter l'épisode en version podcast ou sur YouTube. Petit WhatsApp Star Wars, allons-y avec Philippe. Trials of the Jedi, comme beaucoup de personnes. Voilà. Et puis j'ai découvert un jeu de cartes, si vous aimez les jeux type cartes Magic, Pokémon, tout ça, à faire avec les enfants ou en famille, qui s'appelle Star Wars Unlimited. Je ne sais pas si vous connaissez, avec des cartes très très sympas. En fait, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, c'est pas très podcastistique, mais c'est vraiment bien sympa. Les images sont très très belles en plus pour les collectionneurs. Donc voilà, je suis là-dessus en ce moment. Des images des personnages assez originaux. Il y a même Cal Kestis par exemple en fait, donc sur un jeu de cartes, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je suis là-dessus, et puis il faut que je rattrape les comics. Un jeu de deck builder, dans le fond. Ouais, c'est ça. Tu construis ton deck, et puis après, tu attaques avec des unités terrestres ou spatiales, en fait, une base, en fait, et tu as bien sûr des trucs pour défendre, pour attaquer, des jetons de bonus et tout. C'est vraiment chouette. Faut y aller. Je pense que ça succède à Destiny, hein, c'est ça qui était la même chose, mais il y a quelques années. Là. Star Wars Destiny. C'était pas le jeu vidéo, Destiny?
Non, c'était Infinite, le jeu vidéo, pardon, excuse-moi. Bref, il y avait un autre jeu de deck building. Ouais. Je ne l'ai pas connu, celui-là. Juliette et Julien, les spécialistes des jeux de plateau. Ouais, c'est ça, ils vont nous chicaner. Ouais. De ton côté, Jean? D'ailleurs, je reviens sur ce que tu disais, Philippe, mais tu montrais les quelques images des cartes qu'il y avait, et il y a aussi des personnages de la Haute République. Tu montrais oui, il y a Verne d'ailleurs, mais je ne sais pas si on peut le voir à l'écran, mais ouais, t'as Verne, par exemple, t'as Vernestra. Ah, trop bien. Ouais, ils sont à jour. Hein. T'as Vernestra, il y a bien sûr notre ami Avar. Avar, oh là là. Light of the Jedi. Et voilà. Il y a pas mal de persos de la Haute République, ouais. Les artworks sont magnifiques, hein. Ça donne vraiment. Ouais, ils sont vraiment très très beaux. Ouais. J'ai mis quelques images dans le Discord, elles sont chouettes. Ouais. Et d'ailleurs aussi, je voulais te remercier, Philippe, tant que j'y suis là pour le WhatsApp, de t'être levé très tôt. Je ne sais pas si on l'a mentionné. Tu l'as mentionné peut-être, Francis? Je l'ai raté. Non, je ne mentionnais pas à chaque fois. Hein. Je me lève très tôt. Ouais, mais quand même, big up à toi. 4 heures du mat, c'est ça? Ah, je sais pas, le décalage avec l'Irlande. Oui, il est 3h, il est 4h16 là. Ouais. Donc merci à toi de t'être levé aux aurores pour être parmi nous ce soir. Avec plaisir. Tout à fait. Et donc, je reviens pour ton WhatsApp. Désolé encore de digresser, Francis. Tu vas me tuer. Mais voilà, je l'ai mis en miniature là parce que je voulais revenir sur le fameux WhatsApp de la semaine dernière là, sur Trials of Jedi, justement, le fameux William Shakespeare Star Wars. Là. Donc, je vais pas revenir sur cette série de livres. Donc, c'est 9 livres écrits par Donc là, ça c'est la couverture de l'audiobook du premier volume, quoi. Donc Verily A New Hope qui reprend l'épisode 4, tout ça. Donc j'en ai déjà parlé. Il reprenait 9 films de la saga Skywalker en mode shakespearien, donc vieil anglais du XVIe siècle. Et je voulais juste repasser sur 2-3 mentions que j'avais ratées la semaine dernière parce qu'on était pressé par le temps. Bon, on est tout le temps ce soir, mais là, j'avais envie de préciser le fait que, en fait, ils ont repris exactement tous les dialogues des films, c'est surtout les dialogues qu'ils ont remaniés, et il a aussi rajouté donc tout ce qui est pensée de personnage. Donc, tu vois, genre, comme le premier bouquin est sorti en 2013, donc il a toute la prélogie, les 6 films pré 2013 en tête, l'auteur. Donc, il s'appelle déjà, comment il s'appelle, Yann Dosher. Et donc, ça lui fait écrire des trucs, genre Dark Vador va penser à ce qui s'est passé dans la prélogie, pendant la trilogie originale, tout ça, donc c'est pas mal du tout. Ça apporte quand même de la profondeur dans les dialogues, parce que bon, si tu reprends que les dialogues des films Star Wars, effectivement, ça va plutôt vite, il n'y a pas grand-chose. Non, il étoffe quand même le truc, toujours avec son vieil anglais. Et juste pour dire que voilà, l'auteur, donc Yann Dosher, a aussi parodié en mode vieil anglais plusieurs autres œuvres de la pop culture. Tu as le Christmas Carol, de Charles Dickens, tu as Mean Girls, Back to the Future, Dracula, Frankenstein, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, et tu as même Avengers et Deadpool qui a repris en mode vieil anglais Shakespeare. Deadpool en vieil anglais, ok. Ouais, ça peut être super sympa parce que les dialogues dans Deadpool, c'est quand même le truc. C'est accessible pour tout le monde au niveau d'anglais ou non, pas quand tu dis anglais du XVIe siècle. Ouais, pas du tout. Moi, il y a des passages, je comprenais absolument rien. Ah oui, d'accord. Ça me faisait très rigoler, mais tu comprends pas grand-chose. Et si tu te rappelles bien, Francis, dans un From a Certain Point of View, on avait une nouvelle de Palpatine avec justement Palpi en mode shakespearien, et c'est Yann Dosher, le même auteur, qui l'avait écrite, cette nouvelle-là. Et pour ceux... Il a poursuivi son trip. Voilà, exactement. Et Yann Dosher, pour ceux que ça intéresse, et ceux qui sont fans de la comédie musicale Hamilton, c'est Lin-Manuel Miranda qui a créé cette comédie musicale, qui a fait parler à sa sortie il y a quelques années, et de sa chanson My Shot, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, My Shot, c'est un peu la chanson de la comédie musicale, la chanson la plus connue. Mais en fait, Yann Dosher a repris My Shot de Hamilton et en a fait une parodie Star Wars. Si vous êtes fan donc de Hamilton et de Star Wars, je vous conseille sur sa chaîne YouTube, donc c'est Yann Dosher, c'est grandiose, ça s'appelle My Shot Star Wars Hamilton Parodie, et c'est excellentissime. Ça reprend évidemment la chanson avec des paroles à la Star Wars, et c'est génial, quoi. J'ai même félicité en mettant un petit commentaire sous sa vidéo. Il m'a juste liké, il m'a pas répondu, l'auteur. Il m'a juste liké, et j'étais content. Voilà, donc là j'ai mis la miniature de sa vidéo YouTube qui est là. Donc, je vous conseille l'écoute. Si vous êtes encore une fois fan de Hamilton, ça vaut le détour. Excellent. Ben écoute, moi de mon côté, évidemment, c'est l'été, avec beaucoup de lectures et papier et audio. Dans le fond, je rattrape mon retard sur les 2 petits audios book exclusifs à Audible là, que je crois que vous aviez écouté, là, mais sur la fin de la Haute République. Là. Donc,
de George Mann, d'ailleurs, auteur que j'aime beaucoup. Mais écoute, aujourd'hui, un WhatsApp qui fit parfaitement avec notre émission d'aujourd'hui sur le roman Wayseeker, parce que je suis allé chercher, j'ai reçu le casque, écoute, qui n'est pas encore disponible ailleurs que chez Kaya. Je n'ai jamais compris, en fait, pourquoi Kaya les a avant tout le monde. Mais voilà notre partenaire Kaya Boutique, Steve Gros-Louis. Wow. Casque, écoute, qui fait peur. Plusieurs personnes ma grande fille Tamara a trouvé qu'il faisait peur, fait que j'ai hâte de voir la petite. Coucou, c'est papa! Ah oui. Elle fait l'émission comme ça maintenant. Ah oui, t'es la classe française. On m'entendrait pas très bien comme ça. Si, c'est pas mal. Mais voilà, très très beau quand même, un très très beau résultat. Là. Je sais que l'autre d'avant avait un peu déçu plusieurs personnes, là, celui de l'armurière là, de Mandalorian. Mm-hmm. Donc, voilà, on salue notre ami Steve chez Kaya. Tiens, on va mettre à l'écran Kaya Boutique ici au Village Juron. Quoique là, c'est vrai, il faut que je me discipline parce que ça a changé de nom. Il ne faut plus dire Village Juron. Je ne sais pas, c'est à Wendat. Donc, c'est ça. Ça a l'air que, je ne sais pas trop, le nom Huron venait c'est les Européens qui les avaient appelés Huron, fait que c'est ça. Dans les derniers mois, ils ont décidé de changer de nom. Donc, bref, on salue nos amis Wendat, de la nation Wendat, et Steve Gros-Louis de chez Kaya. Fait que c'est ça. Écoute, moi, je peux pas dire que j'ai été fan de la série The Acolyte, mais il faut avouer que ce casque-là m'avait tapé dans l'œil quand même. Dans la série. Je trouvais qu'il est très original là, comme concept. Seule chose malheureuse, c'est que, comme je dis souvent, moi j'aime avoir le Funko Pop pour aller avec le casque, et là, il n'existe pas. Donc, et vu le succès de la série, je ne suis pas certain qu'ils vont le faire. Mais écoute, j'ai quand même été me chercher la version sans le casque. Donc, ils l'ont fait sans casque quand même. Ouais, c'est ça. C'est le personnage de Stranger, là, de Stranger. C'est ça, Kimir. Ouais, lui, c'est Kimir. Mais voilà, espérons qu'un jour, on aura celui avec un casque. Voilà pour le... Oui, c'est ça le concept. Hein, pour rappel, là, entre autres, plusieurs personnes ont boycotté la série, mais c'est ça. C'est un casque en cortosis, hein, c'est ça. Donc, à un moment donné, il faut un gros coup de sable laser, mais boum, ça a éteint le sable laser complètement. Donc, voilà. Moi, je trouve le design très, très cool. Il y a même des parties, là, je ne sais pas si on voit, mais l'espèce de sourire continu derrière une autre. Je suis juste étonné de la couleur, en fait, parce qu'il me semblait qu'il était noir dans la série. Non, c'est comme ça, là, une espèce de bronze. Cuivré comme ça? Ouais, bronze cuivre. Je me souviens plus. Et pareil, je pensais qu'il était plus arrondi à l'alien, qu'il n'y avait pas cette espèce de petits clapets qu'il y a sur le derrière qui faisaient un peu. Ouais, la Dark Vador, quoi. Voilà. Ouais, derrière, là, c'est ça. Une petite affaire. C'est pas énorme, c'est pas la Dark Vador ou Samouraï. Là. Ouais. Mais ouais. Mais super. En tout cas. Ouais. Voilà pour le petit côté collectionneur. Donc, écoutez, on est déjà à 13 minutes. On va passer en hyperespace et puis on va attaquer le sujet du jour. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc, comme je le disais, on est là pour parler de Wayseeker ou Cheminante, donc selon quand est-ce que vous écoutez l'émission. Donc, de Justina Harlan, auteur que nos fidèles auditeurs savent que j'adore. C'est vraiment ma préférée. Non, pas du tout. Mais voilà, Wayseeker, on verra à quel point c'est rattaché à la série The Acolyte ou pas, parce que ça aussi, ça a fait un petit débat. On a un autre mini-débat aussi sur la date de sortie ou l'ordre de sortie versus l'autre. Bref, il y a quand même quelques petits débats. Chronologie, on est là aussi un autre petit débat, dans le sens que c'est pas clair. On est entre certaines sources disent autour de moins 160, d'autres moins 150. Bref, on ne chipotera pas pour une décennie dans Star Wars. On est sur un 304 pages, durée de 9 heures, c'est quand même relativement court. Sorti le 6 mai dernier, on a 2 éditions spéciales très, très jolies. Là. Une chez Goldsboro. Ah, magnifique. Ouais, et l'autre chez Inkstone. Dans les deux cas, c'était des copies signées par l'auteur à 500, puis l'autre à 1000 unités. Là, donc, ça, c'est du côté du Royaume-Uni. Là.
Donc, ça ouvrir vos livres sterling. Et sortie français, on a déjà une date, c'est pour ça aussi on a le titre, on a la couverture toute, c'est pour le 25 septembre, donc c'est déjà prévu chez Pocket. Là aussi, on aura un petit commentaire à faire sur la sortie avant que les romans de la Haute République soient terminés. Donc bref, je t'ai peut-être allé trop vite un petit peu avec les specs. Philippe, est-ce que tu pourrais nous faire la lecture du synopsis? Avec plaisir, sans aucun problème. Vernès Raro a passé plus d'une décennie à explorer la bordure extérieure en tant que cheminante, ne répondant à aucune autre autorité que la Force elle-même. Lorsqu'une requête du Conseil Jedi lui ordonne de rentrer sur Coruscant, Vernès Ra refuse dans un premier temps, estimant que sa première priorité réside dans les individus qu'elle aide déjà. Mais après que la maître Jedi Indara soit venue lui demander son aide en personne, elle se retrouve plongée dans le monde compliqué de la politique républicaine et de la criminalité souterraine de Coruscant. Tandis que leur enquête progresse et que la frontière entre les Jedi et la République se trouble, Vernès Ra doit reconsidérer ce que signifie servir la lumière et la vie. Merci Philippe. Donc voilà. Sinon, j'ai mentionné un peu la temporalité là, pour donner une idée, c'est ça. On est environ, on est un peu moins de 100 ans, mettons 60 à 80 ans après les événements de la fin de la Haute République là, de Trails of the Jedi. Évidemment, Vernès Ra est un personnage, je me souviens plus le nom de la race, là, mais... Myrialen. Ouais, mais bref, qui vit, comme toutes les races aliens, vivent plus longtemps que les humains. Hein, ça, c'est un grand classique dans Star Wars. Sinon, Indara, on a une Indara, là aussi, que l'âge précis, ça nous est pas précisé. Ouais, je crois qu'elle a 25-26 ans. Ouais, j'ai compris la petite trentaine, quoi, juste en dessous de la trentaine. Ouais, c'est ça. C'est ça, j'hésitais entre la vingtaine et la trentaine, ou en tout cas. Je crois que c'est nommé au tout début. Okay. Ça fait 1 an qu'elle est chevalier, mais qu'elle a. Elle n'est pas maître encore. Ouais, tout comme ça. Voilà, donc. Puis on a une Vernès Ra déjà chauve. Donc, du point de vue couverture, moi, quand j'ai commencé le roman, puis je trouvais que on était. Parce que même en chronologie, on est plus près de la Haute République que de, The Acolyte. Je sais pas, parce que Indara, moi je me fie à Indara qui a donc 25 ans là, et Carrie-Anne Moss, là, j'ai calculé, ça fait 28 ans. Je voudrais aller voir la date exacte de The Acolyte. Mais bref, c'est juste pour dire que c'est déjà Vernès Ra version chauve. Donc, c'est ça. C'était juste pour dire qu'elle a ses beaux cheveux mauves. Moi, c'était un grand regret parce que je trouvais que ça ajoutait au personnage les cheveux violets. Mais voilà, je me souviens plus pourquoi. C'est pas précisé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est déjà chauve. On en parlera en partie spoiler. Ouais, ok. Et est-ce que tu voulais revenir 2 secondes pour la cover? La cover. Vous allez dire, tu dis rien sur la beauté de la couverture, Jean. Voilà, non, parce que tu sais, généralement. Écoute, je peux lancer le bal. Moi, de mon point de vue, c'est extrêmement laid. J'ai pas d'autres mots puis en plus, sont allés. Je comprends, en fait, une fois qu'on est des acteurs, je comprends d'aller prendre les visages des acteurs. Mais tu sais, là, c'est littéralement une photo. Là, ils sont pas embêtés, c'est un montage Photoshop. Ouais, ils ont peut-être rajeuni un petit peu Carrie-Anne Moss, mais... Ah oui, elle est rajeunie. Alors, justement, juste pour préciser, à chaque fois, j'essaie de trouver le nom de l'artiste, parce que je trouve ça très intéressant, surtout qu'on a l'habitude d'avoir des super covers dans le canon Star Wars en général. Et comme toi, je la trouve extrêmement moche, et on n'est pas les seuls à la trouver extrêmement moche. Il y a énormément de personnes qui la trouvent extrêmement moche. Et parce qu'en fait, pour la première fois dans le canon, je crois... c'est une IA qui a fait le... alors, il n'y a pas le nom d'artiste qui a été dévoilé. Et donc, dans les forums, les machins, les Reddit, les gens spéculent sur le fait que ça serait peut-être une cover faite par IA. Il n'y a pas d'annonce officielle, rien, on ne sait pas. Mais ça se pourrait, vu la mocheté du truc, que ce soit une IA qui ait fait le truc. Franchement, ça ressemble à une cover qui est faite par l'éditeur. Tu sais, ils ont collé les photos des personnages, en fait. Ils ont mis un coup de Photoshop dessus. Et voilà. Ils ont rajeuni... c'est extrêmement moche. Carrie-Anne Moss en jeune, elle est méconnaissable, je trouve extrêmement moche. Si c'est de l'IA, c'est vraiment pas cool. Si c'est du Photoshop, c'est très mal fait. Et je trouve ça dommage que pour des personnages qu'on aime, en tout cas dans la Haute République, Vernès Ra, c'est une fan favorite, tu vois. Indara, je trouve que même si on n'aime pas trop la série, c'était quand même un personnage qu'on apprécie. En tout cas, l'actrice, on l'appréciait tous, Trinity quand même. Je trouve que c'est abusé qu'ils aient pas embauché
dessinateur, un artiste pour faire une cover plus belle que ça, quoi. Enfin, je sais pas parce que pour moi, c'est commercial. Il faut vendre ça avec The Acolyte. Donc, du coup, comme tu mets le nom de la série, tu mets les persos de la série, en fait. Oui, non, les persos, ok, mais tu aurais pu avoir un artiste qui dessine les persos de la série, quoi. Enfin, je sais pas. C'est vraiment... je suis avec toi, hein. Tout à fait. Puis, justement, on peut aborder on peut peut-être montrer tout de suite une version alternative, on va dire, ou une affiche faite par Elser là, dans notre équipe, donc notre graphiste, qui est déjà beaucoup plus belle. Écoute, il a pris les actrices. Oui, ça, effectivement, c'est les actrices, mais je trouve ça déjà plus beau. Mais bon, après ça, je pense que c'est une question vraiment de goût. Mais sinon, de mettre l'accent autant sur la série The Acolyte, deux choses. Déjà, est-ce que c'est une série, tu sais, je dis pas mettons que c'est prévu pour sortir en même temps. Bon, OK, comme tu dis, Philippe, c'est un produit marketing, etc. Là, on est 1 an plus tard. La série a été un tel désastre qu'elle a été annulée. Parce qu'il y avait une deuxième saison là, prévue, puis ça a été carrément annulé par Disney. Je veux dire, puis tu sais, le retour, des fans, on peut pas, disons que c'était assez clivant, là, c'est ça. Là. Donc, de mettre l'aspect marketing sur la série télé, déjà, j'ai un gros doute sur l'utilité de ça. Je pense que ça nuit au produit au lieu d'aider, parce que les gens qui n'ont pas aimé la série vont pas lire le livre. Puis le deuxième point, je pense que vous serez d'accord avec moi aussi, on verra si c'est un débat justement, mais le livre, pour moi, est beaucoup plus rattaché à la Haute République qu'à la série The Acolyte. Il n'y a aucun lien. Les seuls liens avec la série télé, c'est les deux personnages, évidemment, qu'on découvre plus vieux dans la série télé. Sinon, à part ça, il n'y a aucun lien avec la série. Donc, ça nous a déçu plusieurs d'ailleurs, parce qu'il y en a qui pensaient qu'on allait avoir des petits cues là, sur certaines intrigues de la série, mais bon, on en parlera en spoilers. Mais je comprends que ça ne pouvait pas être tagué la Haute République, parce qu'à un moment donné, c'était pas dans l'événement de la Haute République. Mais c'est ça, mettre l'accent sur The Acolyte comme ça, moi je trouve que c'est une erreur monumentale. Tu montres la cover là, c'est dommage qu'ils aient pas fait comme on en parlera du roman The Bad Batch qui a Sanctuary en gros et Bad Batch Novel en dessous. Là ils auraient pu mettre Cheminante ou Wayseeker en gros avec un Acolyte Novel, quelque chose comme ça. Mais je suis d'accord avec toi sur ce point-là. C'est déjà moins pire, tu vois, pour l'autre roman attaché à la série. Là, pareil, je suis d'accord avec ce point-là, je suis d'accord. Avec le fait que ça soit plus rattaché à la série, à la Haute République, à la série, je pourrais te dire, tu vois, en conclusion, j'avais déjà prévu de dire que, ça va spoiler un petit peu mon avis, mais je conseille ce bouquin, que vous ayez lu la Haute République ou pas, ça passe, que vous ayez aimé la série, ça passe. En fait, c'est entre les deux, et du coup, oui, vous avez raté des clins d'œil, soit à l'un, soit à l'autre, soit aux deux. Mais au final, c'est un roman indépendant, quoi. Je trouve que... Excellent. Puis avant d'attaquer nos avis sur le contenu, on peut peut-être aborder, on en a parlé un petit peu dans notre émission là, sur Trials of the Jedi, mais sur la date de sortie, par exemple, pourquoi Star Wars en direct, on chronique ça 2 mois après la sortie? Dans le fond, là, c'est que à l'incompréhension généralisée, puis il n'y a pas eu d'explication, c'est sorti pour le May the 4th, ou cette fin de semaine-là. En même temps qu'un autre livre, d'ailleurs. Oui, de la même autrice. De la même autrice. Déjà, rien à comprendre là. Ensuite, c'est sorti avant les 2 derniers romans de la Haute République. Et ça pourrait ne pas être plus grave que ça. Déjà, on le sait déjà que Vernestra a survécu et est dans la série The Acolyte. Mais le roman, on ne tombera pas un spoiler tout de suite, mais le roman nous apprend la survie de beaucoup d'autres Jedi. Ouais, voilà, c'est ça. Okay? On en avait parlé, ouais. Donc, alors que pour plusieurs personnes, la série de la Haute République, il y avait toujours ce risque-là. Tu ne savais jamais si tu allais perdre quelqu'un à qui tu t'es attaché au fil des romans ou des pages. Donc, je ne comprends pas. Moi, honnêtement, puis tu sais, c'est ça, il n'y a eu aucune explication, personne ne comprend. Fait que, on vous conseille fortement, moi en tout cas, je suis d'accord avec toi, Jean, tu n'as pas besoin d'avoir lu la Haute République pour apprécier ce roman-là. Par contre, si tu es dans la saga de la Haute République, on parle de 5 ans de romans, on parle de quoi, en 24 romans, là, 24 romans. De jeunesse, venir te faire gâcher la finalité de certains personnages, même dans le livre final là, de Trials of the Jedi, par la lecture de Cheminante, moi, je trouverais ça très dommage.
Je peux tempérer juste un mini truc, Francis, parce que moi je suis dans le cas où je l'ai lu. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait chroniqué le dernier jeune adulte, je vous ai dit, je suis en train de le lire. Et je trouve que en fait, ce qui est vraiment dommage dans le bouquin, c'est que c'est du name dropping. En fait, ça apporte rien à l'histoire. C'est-à-dire qu'ils auraient même pu en fait ne pas parler de ces spoils de perso, parce qu'en fait, ça sert à rien. En fait. Il n'y a pas de lien véritablement. C'est du name dropping en fait. Il balance des noms, il dit ah bah tiens machin en fait, ah bah tiens truc, mais ouais, mais ça justement, c'est peut-être important pour. À part peut-être pour un personnage qui est très présent dans le roman. Oui, non, mais ça d'accord. Ouais. Ah oui, ça. Il n'y a pas que du name dropping. Je pensais que c'était que ça aussi, et en fait j'étais surpris de voir que non, il y a un personnage du coup. Deux même d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Deux, ouais. Je vois pas le deuxième du coup. Bref, c'est juste pour mentionner aux gens que c'est ça, on comprend pas ce qui est passé par la tête de Lucasfilm et bon, clin d'œil à Lucille de chez Pocket, il n'est pas trop tard pour retarder la sortie en français. On compte sur elle pour revoir tous les plans commerciaux. Ouais, c'est ça, exact. Les traduire plus vite l'autre. Mais non, mais tu sais, dans le pire des cas, achetez-le. Et attendez pour le lire. Attendez, lisez-le. Nous, on vous conseille vraiment. Enfin, je sais pas. Oui, je pense que Francis, on est d'accord. Mais je suis OK aussi. De le lire. Ouais, t'es OK. De le lire après Trials quand même. Et c'est dommage parce que tu vois, on imagine qu'une deuxième saison aurait dû voir le jour et que ça devait accompagner une deuxième saison. Mais regarde, le Art of the Acolyte qui sort en janvier 2026, je crois. Ils auraient dû faire genre une sortie groupée de ça, Crystal Crown, et je sais pas, pour un peu célébrer, genre. Ah ouais, non, le calendrier, là, c'est n'importe quoi. Je comprends vraiment pas ce qui est passé par la tête au printemps dernier. Juste à repousser quelques mois, quoi, c'est tout, c'est pas grave. C'était pour faire le lien avec la saison 2 qu'on verra jamais. Voilà, ça devait sortir en mai, peut-être. Mais c'est dommage. Vu l'absence de lien avec la saison 1, je doute qu'il y aurait eu beaucoup plus de liens dans le roman avec la saison 2. Mais bon. Voilà, écoutez, on a déjà pas mal parlé de tout le contenant. Contenu, messieurs, avis rapide sans spoilers, pour rassurer tout le monde, comme d'habitude, on va faire une partie spoilers après un avertissement très clair. Donc, sans spoilers, qu'est-ce que vous avez pensé de votre... déjà, est-ce que vous l'avez lu papier, écouté en audio? Écoute en audio, pour ma part. Audio, tout le monde? Okay. Audio, ouais. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de votre écoute de Wayseeker? Allons-y avec Philippe. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Jean, pardon? J'ai hâte d'attendre ton avis, justement, parce qu'on avait parlé sans trop vraiment se donner son avis. Alors, moi, j'ai refermé le roman. J'ai arrêté l'écoute, on va dire. J'ai un goût un peu doux-amer, vraiment, parce que... alors, doux, parce que moi, j'ai trouvé que... Alors, j'ai bien aimé. Je trouvais que le récit que livrait Justin Ireland était plutôt... assez personnel, parce que Verne, c'est son perso, si je dis pas de bêtises, celle qui l'a créé. Et je trouvais que justement, elle mettait beaucoup de personnalité à Vernestra. Amer, pourquoi? Parce que je me suis dit que vraiment, on est passé à côté de quelque chose dans la série, parce que j'ai fait le lien dans les notes que j'ai prises à chaque fois. Je cherchais comme toi le lien avec The Acolyte. Là, on a une Vernestra qui est plutôt fidèle à ce qu'on a dans la Haute République. J'ai trouvé que le perso est vraiment très bien respecté. Elle est vraiment là en quête de sens. Elle est en train de douter. Elle ne sait pas trop en fait son rapport avec la force, avec le conseil en fait. Moi, c'est ce que j'attends de Vernestra dans son évolution. Et c'est d'autant plus frustrant que du coup, on ne comprend pas la Verne de la série. Enfin, moi, je l'ai toujours pas comprise. Pardon. Qui elle était dans la série, parce qu'elle est en fait elle est limite bureaucratique, quoi. Elle est très froide, très rigide. Je coupe, ça t'a pas, le roman t'a pas justement expliqué un petit peu la liaison entre comment elle était dans notre République et comment elle sera dans la série? C'est pas un entre-deux, peut-être? J'ai trouvé aussi que c'était un entre-deux, mais sur ce que Philippe mentionne précisément, je suis assez d'accord avec lui. Mais bref, je veux pas qu'on spoil ici, on y reviendra tout à l'heure. Ouais, moi en tout cas j'ai trouvé que c'était pas assez pour expliquer la bascule de la série. Et je trouve que du coup ce qui m'a vraiment plu, c'est de découvrir Indara en fait. Parce que là, en fait, elle a une vraie voix. Elle existe, en fait. Ça reconstruit. Bah ouais, mais c'est important parce que du coup, c'est un personnage que je vais trouver intéressante. Alors, il y a un traumatisme, une reconstruction, on va en parler sans doute, mais c'est quelqu'un qui est là, tu vois, elle apprend, elle observe, elle tâtonne, elle n'est pas trop sûre d'elle. Et dans la série, il n'y a rien. Quand on t'a balancé Carrie-Anne Moss, elle disparaît très vite. Et puis, c'est tellement dommage. Et puis c'est fini, quoi. Et c'est dommage parce que du coup, je me dis que si le bouquin était sorti avant la série, peut-être que les gens auraient regardé. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'aurais regardé différemment le personnage d'Indara. Peut-être, ouais. Il y a quelque chose. T'aurais été tout aussi dégoûté de la voir disparaître au bout des épisodes. Oui, peut-être, mais j'aurais su qui c'est.
et j'aurais connu un petit peu son histoire. Alors, tu vas me dire, les gens qui regardent les séries lisent pas forcément les bouquins, mais nous, on fait tout. Donc, il y a toujours, tu sais, repenser à Catalyseur pour Rogue One, là, c'est toujours, ça a toujours une plus-value dans ce sens-là. Je suis d'accord avec toi, je pense que ça en a plus pour Indara que pour Vernestra, dans ce cas-ci. Ouais. C'est exactement ça, parce que Verne, on la connaît, on la suit, tu l'as dit, depuis 5 ans, au début de la Haute République, donc voilà. Et donc moi j'ai bien aimé les découvrir, j'ai bien aimé la manière dont c'est écrit, parce que sur le fond, j'ai trouvé que vraiment le roman prenait son temps, mais il n'y a pas de remplissage. J'ai pas trouvé qu'il y ait de passage de remplissage. On n'a pas les interludes de Trials of the Jedi, heureusement. Et puis il y a des thématiques qui sont abordées, qui sont plutôt pas mal. On est quand même sur tout ce qui est un peu la désillusion, ça questionne beaucoup la foi en fait. Je trouvais qu'il y avait un parallèle à faire peut-être avec Qui-Gon dans The Living Force entre Vernestra. En fait, elle est vraiment elle est vraiment, je trouve, dans cette mouvance-là. En fait, finalement, elle n'a plus trop foi dans l'institution, mais en même temps, servir la force, c'est servir les gens, servir la vie, tout ça. Enfin, on est vraiment dans cette thématique-là. Voilà. Donc sur la forme, moi j'ai vraiment bien aimé. Je trouvais que c'était bien écrit. Je sais que on peut ne pas aimer Justina Ireland. Moi, je n'ai pas aimé tous ces bouquins, mais j'ai trouvé que là. Ça cherchait pas à briller, quoi. Ça touchait assez juste. Voilà. Donc j'ai bien aimé et j'aurais voulu que ça sorte avant la série pour que tout le monde sache qui est Indara en fait. je réhabilite le personnage et en fait on peut lire parce que même si on n'a pas aimé la série et peut-être même d'ailleurs surtout si vous n'avez pas aimé la série comme moi, ce qui est mon cas parce que moi je trouvais que c'était un immense gâchis The Acolyte, lisez-le parce qu'en fait c'est peut-être ce que ça aurait dû être la série. Le bouquin, dans le sens où on a des persos qui sont plutôt bien construits et on a un vrai récit de Jedi en fait et voilà. Bon, moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était une belle aventure, c'était un beau voyage et plutôt bien écrit. Voilà. Excellent. De ton côté, Jean? Juste pour revenir, c'est pas la première fois que entre nous la littérature c'est quand même bien mieux que les séries Star Wars. Il faut pas le dire aux gens. Non, on fera pas un débat là, parce que la deuxième saison d'Andorre. C'est vrai. Écoute, attends, je sors mes notes. Ça serait du papier là, tu verrais la liste de notes là. C'est un truc de fou. On va déjà commencer alors par Justina Ireland. On va un peu revenir sur elle parce que voilà, malgré ses positions, tu te rappelles dans les flops de pas mal de nos collègues chez Star Wars en direct. Moi, Justina Ireland. C'est une autrice que j'aime plutôt bien, tu vois, comme toi, tous ces romans m'ont pas plu, mais la plupart, en tout cas, m'ont plu. Déjà, dès Lando's Luck et Spark of the Resistance, Haute République, c'était pas mal du tout. Et c'est surtout son premier Haute République, Test of Courage, là, le test de courage, qui m'a fait connaître l'autrice. Première fois où apparaissait Vernestra, d'ailleurs. Elle avait 16 ans, je crois. Une épreuve de courage. Pardon, une épreuve de courage, voilà. Et donc, elle avait créé tous ces personnages-là, Imri Kantaros, tout ça. Même J6, le droïde qu'on verra dans ce roman-là. Donc, tout le monde était là, même la fille Staros, tout ça. Donc, c'est vraiment super comme roman. C'était en jeunesse, en plus. Son jeune adulte, Out of Shadows, là, tu me reprends sur les titres en français, mais c'était Hors de l'ombre. Hors de l'ombre. C'était pas mal. Enfin, moi, j'avais beaucoup aimé. Je sais que celui-là fait plus débat que le premier. Mission to Disaster, pareil. Mais ça, c'est plus la deuxième lecture que j'avais moins apprécié la première, mais la deuxième, ça a beaucoup plus plu. Pass of Deceit, voilà, de la phase 2, c'est le roman de la phase 2, quoi. Voilà, s'il y a un roman de la phase 2 à retenir, ça serait celui de Justina Ireland quand même, tu vois. Donc elle a fait en duo avec Tessa Raton. Non, je suis pas du tout d'accord. Continue. Pass of Deceit, non, ça pas. Ouais. Quand on fera notre bilan dans Haute République, on ira aussi vague par vague. Puis, Ok. Et moi, ce que j'ai le moins aimé, c'est le dernier, quoi. C'est Defy the Storm et Valiant Vow, mais que je trouve sympathique sans plus, sans être des boosts, tu vois. Il n'y a pas eu de gros romans ultra décevants chez Justina Ireland, tu vois. Et voilà. Donc ça, en plus voilà, le truc le plus décevant qu'elle ait fait pour moi, c'était son comics Sana Staros, parce que Francis, on adorait Sana, on adore le dessin. C'était gâché dans le sens d'occasion ratée puis tout ça. Ouais, parce qu'on avait vachement d'expectation sur le personnage qu'on aime beaucoup et que c'était magnifique à niveau dessin. Franchement, l'artiste, je sais plus qui dessinait, mais c'était très beau. Mais malheureusement, le scénario d'Ireland, ça pêchait un peu. Et d'ailleurs, c'est elle qui va être sur un autre comics là, après les romans, à faire le comics Hyperspace Story, Mace Windu. Voilà. Non, pas encore! Mais ouais. Un comics Mace Windu, est-ce que ça va être aussi... T'es pas remis du précédent. En plus, par Justina Ireland, ben écoute, moi je laisse toujours la chance, là, donc espérons qu'elle pourra relever la barre parce que les deux autres comics Mace Windu, c'était atroce. Quelle catastrophe. Surtout au niveau dessin, que ça pêchait. Donc j'ai pas. C'est notre ami gentil, non?
C'était gentil, ouais. Le plus récent, ouais. Et voilà, moi j'ai rien contre Justina Ireland dans ses idées politiques. Moi je les respecte, je sais qu'elle est ultra militante, tout ça, le côté ultra woke de ses œuvres. Moi ça me dérange pas du tout. Je trouve ça limite rigolo que, tu vois, là on le verra pour ce roman-là, mais les personnages bons sont généralement des femmes ou des minorités. Tous les personnages méchants, entre guillemets, sont soit des hommes, souvent blancs, soit des hommes. Et moi, ça me fait plus rigoler qu'autre chose, tu vois, ça me dérange pas plus que ça, quoi. Voilà, quoi. Je passe sur ça, quoi. L'autrice... Ouais, des fois, c'est très caricatural. Cette fois-ci, ça l'est pas tant que ça, je trouve. Non, ça m'a pas... Ni woke, ni caricatural. Ça m'a sauté aux yeux. C'est très vrai ce que tu dis, par contre, que... à part Imri Kantaros, qu'elle a créé, donc l'ancien qui a été Padawan de Vernestra, au-delà de ça, ces personnages masculins, c'est vrai que sont, entre autres, du côté des héros, sont très rares et assez faibles quand même. Là. Il y a Imri, là, qui était quand même bien, mais tu sais qu'on n'a pas eu beaucoup. Ouais. Mais c'est vrai que c'est du personnage très, très, très féminin. C'est différent. Regarde, pour ce bouquin-là, si le personnage masculin n'est pas mort, les hommes sont tous des antagonistes, si tu réfléchis. Il y en a un qui est bon et c'est juste un caméo, quoi. Donc bref, on en parlera. Ça va être... Moi, ça me fait marrer, quoi. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? D'autant que voilà, je trouve que la retrouver sur un roman avec Vernestra, donc son personnage, ainsi que tu disais Indara, moi j'ai trouvé ça très très cool qu'elle accole wink wink acolyte, qu'elle accole Indara avec Vernestra, donc c'était super sympa. C'est un personnage intéressant, tu disais, je te paraphrase, Philippe, mais qui n'a pas eu assez de développement dans la série. Et c'est dommage, parce que Carrie-Anne Moss, quand elle a été annoncée, les fans de Matrix, enfin, moi, les fans de l'actrice, quoi, j'adore cette actrice, tellement déçu de son passage éclair, quoi. Et surtout que ces scènes sont sympathiques. Enfin, moi, je l'aime bien dans ces scènes, tu vois, dans ces 2 premiers épisodes. Mais malheureusement, voilà, elle n'est pas assez souvent, donc très cool de la voir en mode 28 ans plus jeune. Donc ça c'est très très cool. Surtout voilà, le point fort de ce roman-là, que j'ai beaucoup apprécié, c'est la relation entre Indara et Vernestra. On le verra, qui commence très très mal et qui évolue énormément au fur et à mesure du bouquin et qui arrive à... Voilà, c'est les meilleurs amis du monde, quoi. C'est génial. Enfin bref, ça évolue. Et, les dernières lignes sont très belles, ouais. Puis Indara évolue, mais est-ce que vous trouvez que Vernestra évolue dans ce roman-là? Moi, j'ai trouvé que pas du tout. Vernestra, justement, elle évolue pour... C'est sûr qu'elle est très âgée déjà, là, donc elle a eu le temps de choisir ses positions. Là, mais... Tu la sens plus blasée, mais tu comprends toujours pas pourquoi il y a ce... Moi, quand je vous entends dire qu'elle ressemble plus à celle de la Haute République, moi, ça m'a fait beaucoup plus penser à une Vernestra de la série, quoi. Elle commence à devenir un petit peu... Déjà, sa relation avec Indara en début de roman, elle est limite méchante avec elle, tu vois. Elle est très, très acerbe. Et je trouve que... Après, c'est expliqué tout au long du roman pourquoi elle est comme ça, et donc ces questionnements vis-à-vis de tout ce qui est instance politique et gouvernance, c'est compréhensible. Et justement, je trouvais que ça expliquait relativement bien ce qu'elle... Mais dans la série, elle bosse pour le conseil. C'est là que j'ai pas pigé, parce que dans la série, elle bosse quand même pour le conseil, elle est quand même vachement rattachée, elle obéit, elle est très droite en fait. Elle obéit, mais elle cache énormément de trucs dans la série aussi. Mais il cache tous des trucs, elle bosse avec Yoda, elle a appris avec le meilleur. Enfin, ouais, mais justement, fallait pas honnête vis-à-vis des autres Jedi dans la série, elle fait tout secret de... Je sais pas... Mais moi, je l'ai trouvé, c'est ça, extrêmement campé sur ses positions. En fait, pour une Jedi, zéro introspection. En fait, j'ai l'impression qu'à aucun moment de ce roman-là, je parle pas le personnage en général, dans ce roman-là, j'ai l'impression qu'elle se remet jamais en question, sauf sur l'histoire à des visions. Ça, c'est pas un spoiler. Vernestra a des visions depuis le tout premier roman jeunesse. Là. Mais, fait que là, tu sais, mais elle se remet pas en question. Tu sais, comment dire, elle interprète tout ça. Fait que, alors qu'habituellement, dans tout ce qui est roman Star Wars avec Jedi, tu sais, apprenti, puis tout ça, ben, tu sais, c'est toujours le jeune apprend quelque chose au plus vieux aussi. Tu sais, c'est ça le concept des maîtres et des padawans. Bon, là, ici, c'est pas sa padawan, elle est déjà chevalier, mais je sais pas, j'ai trouvé que le personnage avait zéro évolution, mais tu sais, c'est pas nécessairement, je veux dire, Thrawn évolue pas énormément non plus dans les romans sur Thrawn, mais c'est ça.
J'ai eu, c'est peut-être pour ça que je préférais la Vernestra dans la Haute République, où est-ce qu'elle évoluait. Elle était plus jeune, puis c'est ça. Là, elle changeait quand même beaucoup là, de la phase 1 à la phase 3. Là. Oui. Donc, justement, il y avait... Vas-y, Jean, excuse-moi. Ah, pardon. Mais justement, je trouvais qu'en fin de phase 3, elle commençait déjà à plus trop faire confiance à l'ordre, tu vois, le fait d'avoir été cheminante avant. Là, je voulais rebondir sur 2-3 trucs, là. Déjà, je sais plus, là. T'as dit tellement de choses, Francis. Tu m'as perdu dans mes notes. Et, Attends, je peux dire un truc. Si vas-y. Non, je disais que je voulais dire que effectivement, tu vois, Francis, pour moi, la bascule en fait dont je parlais, tu as la fin de la Haute République et la Verne que l'on connaît finalement. Je comprends qu'elle soit devenue celle qu'on a dans le bouquin, là, dans le sens où c'est expliqué, blasé, etc. Et donc effectivement, elle fait plus trop confiance. Ce que je ne comprends pas, c'est ce qui se passe après en fait. Qu'est-ce qui se passe en 10 ans qui fait que du coup, elle redevient en fait quelque part une fidèle du Conseil en fait. Mais je vais vous soumettre une hypothèse du pourquoi elle devient comme elle dans ce roman-là. Elle boude à cause qu'elle a été mise de côté dans Trials of the Jedi. Ça, c'est mon hypothèse. On est d'accord. Elle en veut encore là, d'avoir été sur l'équipe B là, et non sur l'équipe B. Ouais. C'est une nana traumatisée par le conflit Nile. Non, mais là si tu pensais, il n'y avait pas d'introspection. Alors, ok, sur elle-même, mais je trouve qu'elle fait quand même des efforts. Il y a quand même une légère évolution vis-à-vis des relations entre personnages. Alors, il n'y a pas il y a Indara, bien évidemment. Il y a un autre personnage aussi assez important du roman où on sait, dans le passé, ça n'a pas été toujours rose entre elles, et puis finalement, quand elles se revoient, là, Vernestra va regretter, va s'excuser, donc il y a quand même des petits passages comme ça, mais je suis d'accord avec toi, hein, de manière générale. Ouais, c'est vrai. Je trouve que voilà, je sais pas si l'actrice, à cause de l'actrice ou quoi, mais la Vernestra de la série, je trouve qu'elle est complètement ratée, que ce soit au niveau de la caricaturisation ou de l'acting de la nana. Je trouve que c'est le cosplay en plus, le mauvais cosplay de son costume, je trouve ça affreux. Tout est raté pour moi dans Vernestra dans la série. Mais c'est canon, donc j'aurais espéré que ce roman dévoile un petit peu pourquoi elle devenait comme ça. Mais justement, trouve pas qu'en fin de roman, encore une fois sans spoiler, justement le lien avec le conseil est plus ou moins fait. Donc tu comprends pourquoi elle est aussi liée au conseil. Non, tu trouves pas, Francis ? Vite fait. On en parlera plus tard. C'est ça. Gardons-en pour les spoilers. Pour venir vite fait sur la vie sans spoiler, niveau narratrice, je sais que Francis, toi, tu t'étais un peu plaint au début de la narratrice. Est-ce que c'était le cas après C'est une narratrice, je ne sais pas si on l'avait déjà eu sur autre chose. Ah oui, oui. C'est pas Amberly Connors, non? Je me rappelle pas. Non. Alors déjà, moi, j'ai rien à dire sur l'audiobook. Moi, je trouve qu'elle fait une superbe voix. J'ai trouvé, il n'y a pas de problème. Niveau voix, pour Jessica Almassi, voilà, elle s'appelle Jessica Almassi. Jessica Almassi, oui, pardon. Et en fait, oui. En fait, c'est pas que c'était raté ou quoi que ce soit. C'est juste je trouve qu'elle a une voix très jeune. OK? Donc, je trouvais que ça amplifiait l'impression que Indara est plus jeune que la trentaine. Et même Vernestra, parce qu'on a un personnage qui a 100 ans passé. Là, elle est plus jeune, mais Indara est plus jeune que la trentaine, c'est sûr. Hein, Bon, d'accord, mais non, mais même si c'est dans vingtaine, c'est ça. Je trouvais que ça faisait très adolescente. Ça, plus le fait que le roman est relativement court, en tout cas plus court que le roman jeune adulte qui sort bientôt. Oui, c'est vrai. Le fait, on ne l'a pas mentionné encore jusqu'ici, c'est pas vraiment un spoiler, mais tous les chapitres, du point de vue de Vernestra, sur Vernestra, sont à la première personne. Donc, oui, en point of view. Donc, on finit par s'y habituer, là, mais au début, ça aussi, je trouvais que ça faisait très roman jeunesse. Mais bon, on s'y habitue, là, c'est pas dramatique. Là. Donc, c'est ça, on passe d'un chapitre, vraiment, c'est Vernestra c'est elle qui décrit tout ça, ce qu'elle voit. Et après ça, c'est ça, quand on est sur Indara ou d'autres personnages, là, c'est de la narration normale. Donc, j'ai trouvé que c'était mieux fait que dans Trials of the Jedi, où je rejoins ce que disait Jean dans l'émission, où en fait je trouve que la rencontre avec Marchion en fait est gâchée par le fait que ce soit à la première. C'est un personnage qui raconte ce qu'il voit. C'est tellement dommage ça. Et là en fait je trouvais que c'était plutôt bien fait parce que les personnages justement où il y a de l'action, où il y a en fait des moments un peu, on va dire un peu touchants, un peu sentimentaux parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Là c'est raconté à la troisième personne et ça gâche pas en fait, on comprend, on a tous les personnages qui sont englobés et pas simplement le point de vue du narrateur. Okay. Et voilà, justement, je me rappelle ce que je voulais rebondir sur ce que tu as dit, Francis, c'est la relation donc Indara Verne.
relation maître-apprenti qu'il n'y a pas vraiment, vu que tu disais, elle est déjà chevalière. Mais justement, la relation Jedi plus âgée avec une Jedi plus jeune, moins expérimentée, je trouvais ça intéressant de voir que Verne, qui est censée être la plus âgée, la plus sage, elle n'est pas du tout en fait. C'est la plus childish des deux, et que Indara, c'est celle qui a l'évolution la plus grande et qui au final sortira grandie ce bouquin en fait. C'est limite elle l'héroïne de ce bouquin. C'est une archiviste, elle est très terre à terre, quoi. Ouais, voilà. Ça me fait penser à Reese, tu sais, c'était un peu... Même les archivistes dans Star Wars, hein, ouais. C'est ça. Pour venir vite fait sur la narratrice, donc Jessica Almasi, tu disais, elle a fait d'autres trucs, on l'a eu sur Spark of the Resistance, justement, de Justina Ireland. Elle a fait les 2 novelisations de l'épisode 8 et 9 en jeunesse. C'est ce que je regardais, ouais. Voilà. Et elle a fait des trucs jeunesse. Ouais, non, des voix dans Tempest Breaker aussi. Voilà. Et elle fait des voix, je sais plus qui elle fait. Mais... Elle fait Lournadi, quoi. C'est la voix de voilà, c'est ça, c'est Lournadi. Mais oui. En écoutant l'audiobook, en direct, j'ai reconnu la voix de Lournadi, avec notamment, je sais pas si vous avez remarqué, mais elle fait énormément de soupirs, de piou, d'onomatopées avec la voix, en mode audiodrama, alors que dans les audiobooks, généralement, t'as pas ça. Et elle en fait énormément dans ce bouquin-là. Ça m'a surpris parce que généralement, c'est absent. Ça fait très audiodrama, encore une fois. Et ça me faisait penser à Lourna, très, très expressive, et qui avait ces espèces de plus quoi, ouais, c'est pas gênant, ça vous a pas dérangé vous ce genre de petits trucs, c'est quoi, c'est 10-12 sur 9 heures quoi, mais d'autant plus que c'est un vrai audiobook, ça participe à notre impression sur Vernestra par contre. Oui, voilà, parce que c'est pas que Vernestra qui l'a, il y a plusieurs personnages qui font ça, mais oui oui, ça rajoute un petit peu de vie dans le personnage. Elle a fait aussi une voix dans le William Shakespeare Star Wars, là, celui sur l'épisode 7, voilà, je le remets là, parce que on parlait pendant le WhatsApp. Jessica aussi, donc, encore une fois, j'avais dit ça sur une autre narratrice dans un autre audiobook, mais on l'a dit, c'est quasiment que des personnages féminins pendant tout le bouquin, il y a peut-être 1 ou 2 personnages masculins importants, les antagonistes, donc. Et je trouve que les voix féminines sont très différentes les unes des autres. J'ai pas eu de souci à reconnaître qui était qui et quoi. Et notamment Yaddle, il y a Yaddle dans le roman. J'aime beaucoup le côté Yoda, l'épisode 5, un petit peu taquin, quoi, qu'on retrouve dans Yaddle, dans ce roman-là, avec sa voix-là. Je trouve ça rigolo. Effet sonore, plage musicale, pas de souci, on a tout ce qu'il faut, on a le big package. J'ai pas trouvé de musique marquante plus que ça ou inédite. Il n'y a pas Across the Stars, mais on le verra, il n'y a pas de romance dans ce bouquin, mais c'est pas grave. Il y a la marche impériale. Ah, ok, tu vois, j'ai même pas noté. Il me semble, sur la fin. Il y a un combat, il y a la marche impériale. Voilà. Ensuite, et voilà, et je voulais juste finir sur Jessica Almasi. Alors, c'est limite une news que je passais complètement à côté, Francis, je sais pas si tu l'avais vu, mais nous, fans de audiobook, justement, on est content d'avoir cette news-là. Pour septembre, elle sera, Jessica, une des 3 voix de la version audio de Before the Awakening, le livre de Greg Rucka de 2015, qui a droit à sa version audio en septembre. Donc, 10 ans après, on a droit à la version audio. Elle sera, j'imagine, sur la partie... un recueil de 3 nouvelles jeunesse. Voilà, c'est ça, avec une partie sur Rey, Finn et Poe, et on imagine qu'elle fera Rey. Et en voyant ça, je dis, mais c'est trop bien, quoi. Donc, on aura ce bouquin en audiobook. Voilà, très cool, quoi. Écoute, je ne sais pas si le marché des audiobooks pour 7 à 14 ans est très grand. Peut-être. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour fêter les 10 ans de l'épisode 7, j'en sais rien. En tout cas, nous, on sera contents. Pour revenir sur plus le contenu du bouquin, j'ai adoré ce roman. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors, c'est marrant, contrairement à Trials, énormément d'attentes et assez déçu au final. Et là, c'était l'inverse. Je m'en foutais complètement d'une histoire sur la Vernestra de The Acolyte. Et au final, complètement surpris par ce roman, quoi. Beaucoup apprécié. Encore une fois, ne vous fiez pas à la couverture, ni même au fait que ça soit un roman The Acolyte. Franchement, j'ai trouvé ça un très très bon roman Star Wars classique, entre guillemets. On a énormément de voyages entre planètes, on a du Jedi, de la Force, tu le disais, pas mal de passages au temple à Coruscant. Les antagonistes sont classiques mais intéressants, je trouve ça plutôt pas mal. L'intrigue principale, pareil, classique mais efficace. Il y a du clin d'œil pour ceux qui sont complétistes comme nous, à la série, à la Haute République, c'était très bien. Vernestra et Indara, je rajoute pas, c'était super d'avoir choisi ce duo-là, la relation parfaite. Là, c'est encore des notes sur la transition, on en a parlé sur la Vernestra, moi ça m'a plutôt plu, ça explique en partie la Vernestra un peu chiante qu'on a dans la série. Beaucoup de défiance vis-à-vis de l'Ordre Jedi, donc là on voit un petit peu les germes, on en voyait un petit peu à la fin de la phase 3, là on en voit beaucoup plus, et donc j'imagine qu'en 28 ans plus tard, elle aura encore plus le seum contre l'Ordre Jedi et tout ça.
Wayseeker, ça je le dirai plus tard. C'est un roman adulte, hein. Oui, on l'a pas peut-être mentionné, mais c'est un vrai roman adulte. Il y a énormément de mentions à la fumette, la drogue, les prises de drogue par certains personnages. C'est hallucinant. Là, le Spice Stick, ça envoie du bois, là. Donc, c'est plutôt adulte, hein, ça parle de drogue. C'est pas méchant, mais voilà, il y a des personnages qui se droguent. Donc bon, ça boit pas mal d'alcool aussi, j'ai remarqué, j'ai bien rigolé. Le passage où une Jedi se bourre la gueule, tout ça. Des allusions sexuelles, de la dépression, voilà, des chocs burn-out, dépression, ouais. Voilà, il y a pas mal de ça aussi. C'est pas du niveau de Rise of the Red Blade, on se rappelle, mais il y en a un petit peu quand même, donc il coche plutôt bien la case de la catégorie roman. Savoir adulte, j'ai hâte de savoir ce que Juliane, si elle le lit, en pense, parce que bon, elle a raison, hein. Les romans adultes de Star Wars, c'est pas vraiment, c'est limite du young adulte parfois, tu vois. Mais là, je trouve que ça faisait quand même bien adulte, malgré la durée relativement courte. Et voilà, donc peut-être un défaut pour moi, mais en fait non, pas du tout, là, c'est plutôt une blague. Il n'y a pas du tout de romance dans ce roman, mais on s'en fout. Ça m'a pas manqué, je t'avoue. Donc, comme quoi, c'est pas parce qu'il y en a ou pas que je vais aimer l'œuvre ou pas, là, il n'y en a pas du tout. Même si j'aurais bien aimé un petit chip entre les deux. J'ai pensé à toi, hein, quand je l'ai dit. L'agent, il va pas être content. Non. Franchement, tu vois, c'est passé tellement bien que voilà. Et j'avais vu. Donc, que le personnage, et ça, encore une fois, est allé cocher des cases de formulaire dès qu'elle a créé, là, mais c'est ce personnage asexué. Je crois que c'est le bon terme en français, mais bref, c'est ça. Qui est pas non, pas asexué. Asexuel, en tout cas. Je me rappelle même plus, tu vois. Asexuel pour peu importe le genre, peu importe. Okay. Moi, je me rappelle même plus de qui c'est, mais oui, sûrement, il y en a dans tous les romans de Ireland. Non, Vernestra, je parle de Vernestra, c'est pas un spoiler. C'est déjà dès le premier roman, si je me souviens bien. Ok. Voilà, ben Francis, toi, tu m'avais fait peur parce que tu avais commencé la lecture avant moi et tu me disais, ouais, le roman sera écrit en vue à la première personne. Et toi, Philippe, justement, tu m'en avais pas du tout parlé de ça. Et je disais, ah, d'accord. Donc, j'avais un petit peu peur parce qu'évidemment, post-trauma des POV de Trials of the Jedi, hein, même si, voilà, sur 4, il y en a 2 qui sont pas mal quand même. Mais celle du chien, je m'en reviens toujours. C'est excellent, ça. Moi, j'ai adoré celle du chien. Je le répète. Oui. Non, mais je comprends. Vous êtes team chien, vous avez des chiens à la maison. C'est exactement ça. Ouais. Et donc, moi, ça me fait penser évidemment à iJedi dans Legends, Moi Jedi de Michael A. Stackpole, qui est excellentissime malgré le fait que ce soit un roman écrit à la première personne. Là, comme tu le disais, je sais plus, Francis ou Philippe, quand on est avec Vernestra, c'est la première personne, mais c'est pas gênant, et je trouve que justement, ça apporte quelque chose, ses points de vue à elle, alors que quand on est avec les autres, on repasse à la troisième personne, donc c'est pas gênant. Franchement, on passe de l'un à l'autre, même dans le même chapitre parfois, dès qu'elle est plus à l'écran, entre guillemets, on passe à la troisième personne, un roman classique, donc très très cool ça. Et voilà, les clins d'œil c'était génial, Autre Public c'était génial. Et voilà, donc j'ai pas vraiment de défaut. Je pourrais te dire, il n'y a pas de bataille spatiale, je crois, dans le roman. Non. Je crois pas. Hein. C'est le seul truc Star Warsien qui est pas vraiment. Parce qu'après, il y a tout le reste. Il y a beaucoup de voyages. Il y a beaucoup de voyages en espace, mais pas vraiment de bataille. Après, il y a tout le reste. Il y a du gros monstre. Moi, j'adore quand il y a des gros monstres dans ce sort. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de gros monstres. Tu me diras, il y avait les Shrikaray de la République. Mais très très cool. Il y a du underground, mais beaucoup, hein, la pègre, le monde criminel de Star Wars. C'est très très cool de revoir ça. Et voilà. Donc moi, très très bon moment au final, très très bonne lecture. Des facilités scénaristiques, voilà, si tu voulais être tatillon, mais il y en a dans tous les bouquins Star Wars, ça devient régulier. Ça m'a pas dérangé plus que ça. Et c'est marrant, quand tu apprécies la lecture, à la fin, tu fermes le bouquin, tu as bien aimé, tu dis, ouais, bon, les facilités scénaristiques, ça te dérange pas plus que ça. Quand tu titilles un petit peu sur là, t'as plus de mal. Bon, là, ça me fait un peu plus chier parce que t'es pas dans le truc. Là, le bouquin est passé tout seul et ça m'a pas dérangé. Très bonne lecture. Voilà. Ferme. Excellent. Donc, qu'est-ce que t'as pas dit? Écoute, je vais mentionner au niveau attente, j'étais comme toi. J'en avais strictement rien à foutre. Je comprenais vraiment pas. Ça fait partie encore des trucs que tu te dis, c'était ça, là. Mais tu sais, après, on sait jamais est-ce que c'est des commandes ou est-ce que c'est l'auteur qui pitch l'idée à Lucasfilm. Donc, bon, c'est ça. Là, c'est le personnage de Vernestra. Moi, je l'ai souvent dit. C'est un personnage que j'adorais dans la Haute République, que j'aimais beaucoup avoir, justement, entre autres, à cause de ses évolutions. C'est l'histoire des visions, l'histoire du fouet laser, en tout cas, toutes sortes de particularités originales. Écoute, personnellement, ben, c'est ça, comme les attentes étaient nulles ou inexistantes, ben, je suis pas sûr que déçu serait le bon terme, mais c'est ça. Pour moi, c'est un bof.
Je trouve ça très commun. J'étais content de plusieurs, par exemple, du personnage qu'on évite de nommer depuis tout à l'heure parce que, comme elle était zéro annoncée dans le synopsis et tout ça, ben, je veux pas qu'on la spoil. Mais c'est un personnage que j'avais beaucoup aimé. Donc, tu sais, c'est ça, il y avait beaucoup d'ingrédients pour que j'aime ça. Même chose, le personnage de Carrie-Anne Moss dans la série télé, moi, je l'avais bien aimé. Évidemment que j'adore l'actrice aussi, mais fait que c'est ça, il y avait plein d'ingrédients pour que j'aime le roman. Fait que je ne l'ai pas détesté, mais écoute, c'est ça. Moi, ça rentre dans la catégorie des un peu comme celui sur Mace Windu, le Glace Abyss, Padawan sur Obi-Wan. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste que pour moi, c'est commun. C'est comme, c'est ça, on passe un bon moment, là, mais peut-être aussi que l'effet Haute République, grosse saga littéraire, qui fait que là, on retombe sur quelque chose de bon, tu sais, qu'on peut s'en passer un récit un peu isolé. Mais c'est ça, j'aurais aimé quand même quelques révélations qui viendraient augmenter notre expérience de la série The Acolyte. C'est vrai. Pour rappel, je pense qu'on peut spoiler The Acolyte là, après un an. Oui. Ben, le méchant, c'est l'ancien Padawan de Vernestra. Tu sais, c'est bref. Fait que j'essaie de ne pas spoiler, là, mais c'est ça, un peu de déception ou en tout cas d'occasion manquée, je trouve. Facilité scénaristique, ben, c'est ça, je voulais l'aborder, je me l'étais noté. Écoute, c'est raccourci. Ben, en fait, déjà des exagérations où c'est ça que je rentrerais dans la catégorie facilité. Mais tu sais, l'intrigue est autour d'un petit équipement, là, une arme, qui au final est un danger que pour les Jedi. Okay? Mais souvent, la réplique, c'est comme hey, là, ça va être la fin du monde. Là. Si on n'arrête pas cette nouvelle arme-là, là, la galaxie va être à feu et à sang. Mais en fait, il n'y a que pour les Jedi. C'est une menace. Mais souvent, c'est ça, c'est présenté comme imagines-tu si les Hoth ont ça, puis si toute la galaxie a ça, il va y avoir des guerres partout. Pourquoi? Mais parce que les Jedi, c'est la police spatiale. C'est pour ça. Ben, c'est ça, tu sais. Fait qu'au final, là, je trouve que c'est ultra égoïste ou, tu sais, Jedi centré. C'est comme si c'était la galaxie est en péril, mais en fait, non. Il y a juste l'utilisation de sable laser qui est en péril. Puis même on reviendra. Écoute, il y a Donald Trump dans le roman. C'est une évidence assez claire. Et son destin est probablement le destin que l'auteur souhaite. C'est zéro subtil. Non, mais écoute, ça a le niveau de subtilité. Je ne l'ai pas compris comme ça. Quoi. Écoute, il s'appelle peut-être pas Donald puis Trump, mais ses caractéristiques décrites, là. C'est vrai que regarde, là, je vais juste le mentionner que c'est juste comique. Là. Tu sais, quand elle le décrit, tu fais ah, sérieux, c'est Donald Trump. C'est zéro subtil. Fait que c'est ça. Globalement, là, moi, ça va être. C'est ça. C'est pas mauvais comme d'autres qu'on a eu. Par exemple, c'était-tu. Ben, c'était en combinaison avec Tessa Gratton, là, mais Braver la tempête. Là, je trouvais que c'était très. Il l'avait échappé, c'était peut-être la coopération entre les deux. Mais celui-là, c'est mieux, mais sans être. C'est ça. Ça ne sera pas dans le haut de la pyramide du tout. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai hâte de relire en français. Là. Pas plus que ça. Cheminante, très bonne traduction au demeurant. Cheminante. Ah, pour le titre? Ouais, ben, je pense que c'est un terme qui était déjà dans la Haute République pas mal. Oui, bien sûr. Voilà. Fait que j'attends beaucoup plus. Mes attentes sont plus là pour l'autre roman. Déjà, en fait, les deux personnages m'intéressent plus, en plus. C'est Tessa Gratton que j'ai beaucoup aimé sur ses derniers romans. Donc, c'est ça. J'attends de voir. On va peut-être, comme ils sont plus jeunes, c'est deux personnages plus jeunes, mais il va peut-être avoir plus de liens que la série télé. C'est Yord et Joey. Comment ça s'appelle l'autre? Jackie. C'est Jackie. Fait que voilà, t'as raison, Jean, que sur certains aspects, c'est pas jeunesse en termes de thème. T'sais, on n'est pas dans. Mais il reste Kindara. Comment dire, il y a l'évolution un peu comme on a souvent dans les romans jeunes adultes, qui sont plus. Souvent, ça va être plus des adolescents. Fait qu'il y a un petit côté, ça, c'est une archiviste qui sort jamais. Là, fait que c'est ça, là, il l'envoie de force. Bon. Il y avait à l'audio, mais ça, il y a pas le monde qui vont lire papier, c'est pas un problème. Mais moi, ça me sonnait vraiment roman jeunesse.
la lecture à la première personne aussi. Là. Donc, c'est ça. Vrai, les chapitres sur Vernestra, c'est je, moi, etc. On finit par s'y habituer. Là, mais au début, vraiment, ça me tapait sur les nerfs. OK. D'accord. Merci. Fait que c'est ça. En gros, là, ça va être commun. Ça va être au milieu de la pyramide pas mal. Il faudrait un roman sur Amber, full roman sur Amber en mode première personne. Ça, dans le jeunesse, ça pourrait... c'est pas mal. Ouais, franchement, je dis pas non pour ça. Ouais. Tu sais, les Audible exclusives, là, c'est ça. oui. Là, je reviens sur ce que tu disais sur Donald Trump, mais Donald Trump, il n'est pas connu pour tirer la fumette, non? Parce que je voyais plus un stoner que... non, c'est pas spécialement ça qui caractérise le personnage. C'est un politicien, quand même. limite. OK, pardon, tu parles de l'autre. OK, d'accord, non. OK. C'est la manière dont il mène ses trucs. Oui, parce qu'il y a deux personnes, oui, effectivement. Alors, même ses caractéristiques physiques décrites. Oui, pardon. J'avais pas le même personnage en tête. Effectivement, pardon. Donc, voilà, si je vous demandais de donner une note à votre lecture, messieurs, allons-y avec Philippe. Du coup, j'ose plus donner une note parce que ce que tu as dit. Non, mais je ne l'ai pas démoli non plus. Là. Non. Je veux dire, c'est pas comme les derniers de Ike Johnston. Là. Voilà. Et moi, j'ai bien aimé. Je mettrais bien un bon 15. Tu vois. Voilà. Ouais. Eh bien, écoute, encore une fois, ne jugez pas comme Vernestra juge Indara, a priori. Là. Ne jugez pas le roman par sa couverture. Moi, je lui mettrais un bon 17. Là. Franchement, en deuxième lecture, c'était vachement bien. Quoi. Mais j'ai quasiment rien m'a déplu. Quoi. C'est fou. C'est du niveau du règne de l'Empire de Alexander Freed pour toi. J'ai mis 17 à celui-là. En tout cas, je le mets au-dessus de Trails of Jedi. Je suis désolé, j'ai pas détesté Trails of Jedi, mais il m'a beaucoup plus emballé. Quoi. Donc, Bon, allez, 16,5, allez, vas-y. En dessous de Reign of the... Tu mets la note que tu veux, là, c'est pas... écoute, moi, c'est ça, je vais lui donner un 12 sur 20. Fait que vraiment, la note de passage. Quand je regarde, là, c'est vraiment... pour moi, c'est le niveau de Padawan sur Obi-Wan, là. Et de Glass Abyss là, sur Mace Windu, l'adaptation de la Force. C'est dur, Glass Abyss. Le premier riposte là, de Chuck Wendig. C'est dur, Francis. J'ai plein de romans en dessous. Là, donc, il y a plusieurs pires que je pourrais citer aussi. Mais Glass Abyss. Donc voilà. Vous avez différents points de vue. C'est toujours plus intéressant que quand c'est tout le monde. Mais c'est ça. J'ai du mal à voir sur qu'est-ce qui t'emballe dans ce roman-là. C'est marrant, en ce moment, on est très divergents sur les avis entre Trials, ça. On n'est pas souvent d'accord. Bientôt le divorce, Francis. Fait que sur ça, messieurs, on va passer en partie pause. On va mettre un avertissement très clair. Donc voilà, à partir de maintenant, on va mentionner vraiment des points de l'intrigue, des personnages qui apparaissent, des choses comme ça. Donc, souvent, je dis, le temps que la traduction française sorte, vous avez le temps d'oublier notre émission, ce que vous avez entendu. Par contre, là, elle sort quand même très bientôt. C'est ça. Vous pouvez au pire mettre sur pause puis revenir nous écouter une fois que vous aurez lu la version française. On rappelle, c'est Cheminante et ça sort le 25 septembre. C'est la première fois, je crois, qu'on fait l'émission aussi proche d'une sortie française, parce que évidemment, on a repoussé l'émission. Ils sont très rapides, c'est ça. Chapeau. Et eux sont, Pocket est très rapide aussi. Donc, Jean, est-ce que tu peux nous faire la lecture de ton résumé de Cheminante en moins de 9 heures? Ouais, t'inquiète, c'est moins de 10 minutes, c'est Taxi 2, toujours. Et jump in à chaque fois que vous avez besoin de dire quelque chose, pas de souci. Commence donc le roman sur la planète à Serifices, où donc Vernestra Raux va se rendre pour aider la population locale face à une bande de pirates qui les oppresse. À ce moment de la chronologie, donc Vernestra est Wayseeker depuis une dizaine d'années déjà, et donc c'est, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est la deuxième fois qu'elle est Wayseeker avant de revenir à l'ordre Jedi. Donc on se rappelle, après la perte de son maître Stellan Gios et son premier Padawan suite à la chute de Starlight, elle avait déjà décidé de devenir Wayseeker. Et là, dans ce roman, on nous dit que suite à la perte de son dernier apprenti, qu'on ne nomme jamais, mais que nous sachons que c'est Kimir, enfin Kimir, c'est son pseudo, quoi, mais le Stranger, comme tu disais, Francis, elle est devenue de nouveau Wayseeker suite à la perte de Kimir, quoi. Bref, après avoir deal avec les pirates, là, elle assiste à une réunion des dirigeants de la planète, là, et elle voit qu'il y a un gros imbroglio politique et certains hauts rangs sont de mèche avec les 10 pirates. Et c'est là que direct on nous dit que Vernestra, elle n'est pas fan de la politique en général, et par extension à toutes les instances dirigeantes telles que le Sénat et même le Conseil Jedi, quoi. Et on comprend vite fait que
Vernestra est une bonne personne, elle veut aider les gens, mais elle ne pense pas pouvoir le faire à 100% si elle est liée au Conseil Jedi, quoi. Elle trouve que le Conseil la bride en tout cas, et tout le long du livre, on verra qu'elle aura cette défiance vis-à-vis du Conseil, quoi. On nous introduit ensuite le chevalier Jedi Indara qui n'a pas de nom, elle a juste Indara, elle n'a pas de prénom, non, elle a juste un nom bizarre, quoi. Ouais, c'est comme les vedettes. Ah oui, c'est Zendaya. Les vedettes pop, là, c'est ça, ou Zendaya, mettons, là, c'est ça. C'est ça. Ah oui, c'est effectivement. Ça m'a surpris, hein, parce que, en cherchant le nom complet, mais il n'y a pas. C'est comme Rey, j'ai envie de dire, mais non. En fait. Rey, c'est l'inverse, elle a trop de noms. C'est ça. Oh non, on s'est rematé l'épisode 9, là, c'est ridicule. Bref. Indara, donc, qui est archiviste au temple Jedi de Coruscant, et que le conseil va, donc via Yaddle, envoyer en mission pour amener Vernestra au temple. Là, on commence à semer les graines du passé d'Indara, qui a apparemment vécu un truc grave sur la planète Seswana, mais là, on ne dit pas encore le détail. Indira, donc, sur les traces de Vernestra, va se rendre sur la planète Helip pour une courte scène d'action, là où on se rend compte qu'elle est quand même douée dans la maîtrise de la force, Indara, et au combat au sabre laser, on rappelle, elle est tout juste chevalier, ça fait 1 an, je crois qu'elle est chevalier Jedi, quand même. On nous introduit ensuite à Nilsen Sumak, qui sera un peu le grand antagoniste du livre. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous le présente, hein. Le gars, il a tous les vices du monde, et c'est celui-là que j'ai confondu, je pensais que tu parlais de lui, comme la trope, mais non, effectivement, parce que lui, c'est un dealer d'armes. Ouais, lui, c'est Nicolas Cage dans Lord of War. Ouais. C'est exactement ça. Exactement, c'est vraiment ça, parce qu'en plus, non seulement c'est un dealer d'armes qui pense qu'à sa gueule, à faire que du profit, par tous les moyens, quitte à tuer, il tue plusieurs fois de sang-froid ses propres associés, mais c'est aussi un addict à l'épice, et il en fume énormément, et il est quasiment tout le temps hike à chaque fois qu'il apparaît dans le livre, c'est assez surprenant. Il est secondé par Grisella, qui est sa secrétaire en gros, et qui l'aide à diriger son business là, de vente d'armes. Et Nilsson qui va avoir vent de la baston là, qui a eu lieu sur Helip, là, et donc de la Jedi Indara qui a foutu le boxon. Il va de suite après avoir un meeting avec le sénateur Jacob Garn. Et donc c'est lui, je pense que tu pensais être... voilà. Donc lui, c'est le sénateur, pareil, cliché, véreux, qui a tous les vices également, du sénateur, du politicien. Écoute, ça vient de me repopper comme souvenir, là, mais à un moment donné, Vernestra, clin d'œil, Justina Harlan, dit qu'elle comprend pas pourquoi, après tous les scandales, puis si ça, elle comprend pas pourquoi les gens votent pour lui. Écoute, si c'est pas Justina Harlan qui dit ça à propos de Donald Trump, je sais pas ce qu'il vous faut. Effectivement. Hein, complètement. C'est flagrant, là. Mais tu sais, elle parle de son teint de peau, de ses chirurgies esthétiques, en tout cas, ça en est un petit peu comique. Limite s'il n'a pas des cheveux orange, lui aussi. Ouais, c'est ça. Donc il va lui demander, Nilsson va demander à Garn de retrouver une certaine scientifique du nom de Florinda Jakar, qui aurait volé un prototype d'un device top secret, super important pour Nilsson. On revient sur Indara qui va réussir à retrouver Vernestra sur Seraphisis. Vernestra en mode grosse conne, quand elle voit Indira, qui la juge direct par son apparence, et on le disait. Indira qui a rien demandé, et puis l'autre elle se fout de sa gueule, vraiment. C'est vraiment, ça m'a surpris, là, vraiment. Le comportement de Vernestra, c'est une vraie boulie, quoi. Malgré ça, elle va l'embarquer dans sa mission face aux pirates. Elles vont affronter le leader des pirates, un Toydarien, qui va utiliser un nullifier. Alors, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de contacter Pocket et ouais, pour la traduction en anglais, en français, donc du nullifier, surtout qu'on a dû l'avoir dans... Mais pour rappel, c'est l'équipement qui était dans le roman de Cavan Scott, donc c'était donc le deuxième de la Haute République, le deuxième adulte. Ouais. L'orage gronde, en français. Voilà, l'orage gronde. Donc c'est ça, un équipement qui éteint automatiquement les sabres laser présents. Là. Je ne me rappelais plus qu'il y avait ça dans l'orage gronde, dis donc. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un rappel de ça. C'est pour ça aussi qu'ils vont aller chercher l'autre personnage. Bref. Ouais, et justement, pour bondir ce que tu disais, alors ça désactive les sabres laser, mais ça désactive également les blasters. Donc, donc la menace est grande pour toutes les galaxies. Ouais, c'est un peu... Ouais. Alors, peut-être pas à ce moment-là, mais c'est pas que les sabres laser, non, c'est pas que les jets. Ouais. OK. Ça, tu vois, j'étais pas certain que J'étais pas certain pour les blasters, d'autant que, en tout cas, dans des moments de l'action, ça avait de l'air à fonctionner quand même, les blasters. Et ça aussi. Hein.
Donc les deux retournent sur Coruscant. On nous introduit aussi le fait que Vernestra a des visions de la Force quand elle voyage en hyperespace. Elle en aura à chaque voyage durant le livre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bataille spatiale. Oui, effectivement. Ouais. On peut se battre. Qu'elle voyage avec son drone. Des visions de son ancien maître Stellan. Voilà. Et donc c'est généralement des communications avec les visions de Stellan Gios, son ancien maître. Elles vont rapporter au conseil. Alors le conseil n'est pas très content, ça fait un petit moment qu'elle a été appelée et qu'elle ne voulait pas rentrer. Bref, Vernestra va leur montrer le nullifier. Elle va être D'ailleurs, choquée. juste, Jean, excuse-moi, le passage au conseil, je l'ai trouvé génial. Ouais, elle débarque un peu, elle défie tout le monde là. Il n'y a que Yaddle, je crois, avec qui elle arrive vraiment à communiquer, mais ce passage est très sympa. Ouais, surtout qu'elle fait en mode, c'est un meeting en mode public, donc il n'y a pas que le conseil. Y a oui, c'est ça, il y a tout le monde présent. Audience publique. C'est l'audience publique, exactement. Ouais. Et c'est avec Oppo Racine 6, je crois qu'elle défie plusieurs fois Oppo Racine 6. Ah ouais, c'est exactement ça, ouais. Elle est extrêmement arrogante et lui a l'air de vraiment la trouver insupportable. Ouais. Et elle va être choquée du conseil, parce que le conseil est déjà au courant qu'un device comme ça existait, mais il ne fait apparemment rien. Donc là, encore une fois, ça va élargir le schisme entre Verne et le conseil. Parce qu'en effet, le nullifier est apparu, donc utilisé 100 ans auparavant lors de la bataille de Valo dans le roman L'Orange Gronde. Le conseil affirme que des investigations ont été lancées, mais aucune n'a été conclusive. Verne va se proposer d'enquêter, donc. Mais au lieu de ça, Yaddle va plutôt lui demander d'accompagner, de raccompagner sur Coruscant le fameux sénateur Garn, accompagné, d'Indara, pour l'escorter entre guillemets sur Coruscant, parce que Garn, il est un petit peu apparemment lié au nullifier et en ce moment il sent pas trop là, il sent menacé, donc il veut une escorte Jedi pour le ramener sur Coruscant. Bref. Ouais, il y a même tout un passé, là, ça faisait très Civil War chez Marvel, là, mais dans le fond, il a essayé de passer une loi pour forcer les Jedi à obéir au Sénat. En tout cas. Ah ouais, c'est intéressant ça aussi. Ouais. Mais il y a un aspect politique dans le bouquin qui est plutôt sympa quand même. Enfin, ça change, ils ont mis un peu de... Ouais, c'est juste que ça s'arrête au milieu peut-être du roman. Le côté politique, là, après ça, il n'est plus vraiment... Ouais, après c'est l'action, quoi. Mais... Ouais. C'est rigolo que tu mentionnes ça, parce que tu dois avoir mon résumé sur ton écran, France. Ah ouais. J'allais dire que Verne n'est pas très chaude au départ, parce que ça l'a fait déjà chier de babysitter Indara, mais surtout que Garn, voilà, c'est le fameux politicien pourri et véreux, qui magouille avec des trafiquants d'armes, qui a même proposé donc au Sénat une bill, un projet de loi, la Jedi Annexation Act. Pareil, ça j'aurais voulu demander à Lucille la traduction, mais bon, l'acte d'annexion des Jedi. Donc c'est un projet de loi qui voulait que Lord Jedi devienne une branche officielle de la République et plus ou moins le bras armé du Sénat, quoi, en gros. Qui était refusé, donc, apparemment, je crois, qui était refusé. Ouais. Qui avait même aucune chance de passer, mais en fait... mais il a quand même proposé. C'est ça, c'était très politique, là, donc il savait très bien que ça n'avait aucune chance. Donc les deux Jedi se rendent donc sur Tej, qui est le secteur que représente le sénateur Garn. Durant le voyage, tous les voyages, encore une fois, tout du long du livre, elles vont apprendre à se connaître et à s'apprécier, parce qu'au début ça commençait très mal, mais petit à petit, voilà, elles vont apprendre à se connaître. Verne lui posera la question d'Indara, sur comment, qu'est-ce qui s'est passé sur Seswena, qu'est-ce qui a mal tourné, pour qu'Indara soit restée bloquée, voilà, parce qu'elle, en fait, avant de partir en mission pour récupérer Vernestra, elle était bloquée aux archives du Temple Jedi pendant une bonne année, sans qu'elle ait aucune mission, ni aucun padawan, alors qu'elle est chevalière Jedi. C'était pas bloquée volontairement? Parce que moi, j'ai trouvé que c'était elle, c'était son choix, hein, c'est ça. D'accord, ok. Ouais, j'avais raté ce détail-là, mais effectivement. Et donc voilà, nous explique que elle et 4 Jedi sur Seswana ont été attaqués, que ces 4 potes Jedi ont été tués et qu'elle était blessée et bloquée dans une espèce de mine pendant une semaine. Donc petit trauma, effectivement. Leur rencontre avec Garn va être de courte durée, car direct embuscade, baston, le sénateur va se faire tuer. Elles vont récupérer sur lui un holo avec un message à moitié en langage codé. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, mais voilà, le sénateur Garn va se faire sauvagement assassiner. Ouais, c'est ça, c'est juste quand je disais là, que c'est ce que Justina Erlen souhaite pour le président actuel de son pays. Tu vois, j'ai même pas fait le parallèle, mais voilà. ça fait sens. Elle va ensuite se rendre sur Hynestia, au temple Jedi local, pour faire des recherches aux archives. Elle rencontre Quintana, la Jedi Master locale, qui, elle aussi, avait enquêté. Ah, vas-y.
peut peut-être mentionner Inestia, c'est la planète aussi de l'Autrement dont vous parliez tout à l'heure, dans le premier là, de la phase 2, donc la voie de la Dupri. Ouais, je trouve ça assez drôle parce que justement, je venais de finir de le lire en version française physique. Et là, OK, c'est la même planète avec, il faisait très, très froid, puis tout ça. Là. Bon. Oui, c'est une planète de glace, ouais. Et donc, oui, c'est une planète, alors on le dira en easter egg à la fin si tu veux, mais Inestia qui est très liée à Justiner Island, effectivement. Et donc Quintana, qui a enquêté il y a une vingtaine d'années aussi sur le fameux Nullifier. Quintana qui va les updater sur, alors apparemment, sur un peu les détails de ce device-là. À la base, ils utilisaient un espèce de matériau, le récainium, qui est une substance instable et radioactive et illégale. Et donc les dealers d'armes ont dû changer ce matériau avec un autre matériel pour l'instant inconnu en début de roman. Quintana va mentionner le fait que Tayorik, voilà, on peut la nommer maintenant, personnage de la Haute République qu'on connaît bien, était la garde du corps de l'inventeuse du Nullifier du temps de la Haute République. Et ça, c'est ce qu'on voyait dans The Rising Storm, justement. Ouais. Voilà. Donc les 3 Jedi, je rappelle, c'est la chasseuse de monstres. C'est un personnage qui a été plus présent en comics, mais qui fait partie de l'équipe de 9 là, dans Trials of the Jedi. Voilà. Donc, Tayorek va se joindre à la bande. Donc, les 3, alors Jedi, non, j'ai mis Jedi, mais Tayorek n'est plus Jedi. Hein. Ouais, on a une Tayorek en chaise roulante. Hein. Pas roulante, ouais, mais. Justement, elle avait une voix. Ouais, la voix était pas mal. Hein. Tu sens qu'elle a vieilli. Les 3 Jedi, les trois héroïnes vont aussi trouver des infos sur une scientifique impliquée dans la production du Nullifier du nom de Florinda Jacquard, justement, la même qu'on avait vu auparavant, ancienne membre d'un groupuscule de scientifiques appelé le Collective. Et donc, leur prochain objectif sera de trouver Florinda, en gros. Entre-temps, le méchant Nilsson organise un meeting où il rencontre ses associés. Donc, tu as la Techno Union encore, tu as des représentants du Cartel Hut, tu as des Bounty Hunters, tout ça, bref, toute la pègre. On apprend que c'est bien Nilsson, via son enforceur, un homme de mer du nom de Hinra, qui a tué le sénateur Garn, que c'est bien lui qui fabrique les Nullifiers, évidemment, et qui a pour projet de les produire en masse pour les vendre donc, à tous ces groupes criminels. Voilà. Son but étant très simplement de devenir riche. Voilà. Et au moins, c'est pas. C'est facile à comprendre. Quoi. Je veux dire, ça va pas chercher très loin. Ouais, le mec est honnête. Tout il fait faire du bise, c'est tout. Il va aussi rencontrer. Mais une chose qui est zéro exploitée, et pour le trafiquant d'armes, par contre, et pour le politicien, c'est que ce soit le matériel, comme tu dis, là, qui est illégal, que ce soit l'arme, comment dire, le commerce des armes, ou, tu sais, c'est un peu comme quand on dit le mot terroriste. Ouais. Tu sais, les indépendantistes américains, c'était des terroristes avant de réussir leur coup. Donc, les vendeurs d'armes, c'est ça aussi. Hein. Nous, on vend énormément d'armes, que ce soit le Québec, le Canada ou la France, c'est le 2e vendeur d'armes au monde après les États-Unis. Mais ça c'est correct. Ça dépend du point de vue, effectivement. J'aurais aimé une très légère remise en question sur cet aspect-là là, de ouais, mais tu sais, c'est ça, ceux qui les achètent. Parce que effectivement, les clients vont être vraiment des criminels. Hein, de ce vendeur d'armes-là, donc c'est ça. C'est pour ça qu'ils sont méchants, Francis. Ouais, c'est ça. Fait que c'est le méchant très méchant. Là, mais... on revient dans le côté c'est James Bond. Star Wars, côté Dr. No, ouais, c'est ça, qu'on parlait de classicisme, c'est vraiment du Star Wars classique, effectivement. Il n'y a pas vraiment de nuance sur ça. Et donc, le méchant Nilsson, il va aussi rencontrer une Bounty Hunter, qu'on connaît bien, Deva Lompop. C'est elle dont je parlais, Jean, tout à l'heure, quand je disais qu'il y avait 2 persos. Ah, ok, d'accord. La Haute République. Ouais, effectivement. Ah oui, Haute République. Haute République. Tu vois, je pense qu'à notre. Elle était présente dans lequel, dont, en tout cas, elle devenait un peu garde du corps de Avon, Staros. Donc, exactement, tout à fait. Voilà, qui est citée ici, mais qui n'est pas présente. Hein. Moi, je pensais plutôt à elle, voilà. Quand tu parlais d'un 2e personnage, je me suis dit, peut-être Avon Staros indirectement, elle est aussi présente. Puis même Devalum Pop n'est pas nommé au début. Son nom n'est pas mentionné, en tout cas au moins au début, là, mais sa description, on comprend là, que c'est. On comprend que c'est elle, Ouais, parce que très coloré, c'est comme on le verra sur les monstres de ce roman-là. Justine Ireland, elle aime bien tout ce qui est les couleurs arc-en-ciel. Elle était présente aussi dans le comics, Sanastaros, si je me souviens bien.
Ouais, ben, c'est une création de Justina Harland d'Eva Lompoc. Elle avait créé pour le one-shot qui a rien à voir vu que ça se passe dans la trilogie originale de Jabba the Hutt, tu te rappelles? Jabba the Hutt, le one-shot pour le 40 ans d'anniversaire. Et donc, elle avait créé là-dedans. Et Qui était très qui était très bien. Personnage très cool. Très très cool, ouais. Et donc, elle a réussi à reprendre, à développer. Ouais, super sympa. Et donc, voilà, ben là, Nilsson va la commanditer pour tuer Florinda, la scientifique. Et donc là, voilà, c'est le début d'une course à Florinda entre les Jedi et Nilsson. Indera et Vern se rendent sur Ingi, où se trouve le siège du fameux collectif là, de scientifiques. Et là, ils rencontrent Félix Sunveil, qui n'est autre que le fils de Avon Sunveil, et qui n'est autre que Avon Starros, qui a changé de nom, et tu le mentionnais juste avant. Ça se passe en fin de Haute République, on sait pourquoi Starros a changé, enfin Avon a changé de nom de famille, maintenant c'est Avon Sunveil. Et qui est celle qui a créé la collective, en fait, suite au conflit Nihil. Et Félix connaît évidemment Florinda, parce que Florinda, elle a bossé avec sa mère, Avon, sur les cristaux, et des cristaux spéciaux qui, justement, vont servir de remplacement sur les Nullifiers, qui vont remplacer le Recainium, le fameux. Ensuite, on a Taiyorek, qui va contacter directement Vernestra, indirectement Vernestra, en fait, mais elle va vouloir la rencontrer sur la planète Ruathi. Petit update dans une cantina entre les deux anciennes amies, parce que oui, elles ont été amies suite au Nihil Conflict, mais apparemment, là, elles sont peu en froid. Alors, Tai, on le rappelle, elle a quitté l'ordre très jeune, devant une Monster Hunter, tu disais, Francis, durant la Haute République. Elle a quand même rejoint l'ordre un court moment suite après le conflit Nihil, en fait, on apprend ça dans ce roman-là, pour au final l'équipement neuf. Voilà, j'ai pensé là. C'est ça. Elle avait besoin de nouvelles robes. Bref. Et au final, elle a de nouveau quitté l'ordre. En gros, elle a quitté l'ordre 2 fois, quoi. Comment ça s'appelle? Donc, c'est ça. Elle essaie de convaincre Vernestra de faire comme elle, mais c'est ça. Les deux ne sont pas du tout d'accord sur cet point de vue. Ouais, effectivement. Indara, elle, va aussi spotter un suspect là, dans la cantina, un Gigorien. C'est vrai qu'on n'a pas nommé la race. C'est un Gigorien qui avait buté le sénateur. Là, et justement, il ressemble étrangement à ce fameux Hinra, un Gigorien, qui aurait tué Garn, donc elle va le suivre, mais elle va se faire capturer. Elle va être forcée même à combattre dans une arène. Elle va combattre des guérioles, je ne sais plus la prononciation, des guérioles, des monstres énormes, à 6 pattes, sans yeux, bioluminescents et très colorés. Elle a des Lompoc, tu vois, des couleurs partout. Et voilà. Donc Nilsson, lui, il commence à recevoir des commandes de Nullifier en masse, là, et il doit commencer la production, mais il est en colère parce que la production est retardée par l'incompétence de certaines de ses sbires, quoi. Donc il en bute même un, comme ça pour l'exemple. Il apprend que la Jedi qui avait foutu le boxon au tout début du livre est capturée par Inara, donc il se rend aussi lui sur Ruathi, où se trouve Indara capturée. Donc. Et là c'est le fameux combat dans l'arène, donc Indara elle est bien attachée d'ailleurs, elle va utiliser la force pour échapper aux griffes et aux dents surtout des guérioles. Elle va même péter la barrière, ce qui va faire évader les créatures, qui vont massacrer l'audience. Gros chaos là dans l'aréna de Ruathi. Vern et Tai vont la retrouver, elle la rechercher depuis un moment, donc là, ils vont la retrouver, la sauver. Les 3 héroïnes vont s'updater, puis se confronter à la proprio de l'aréna, qui se trouve aussi bossée pour Nilsson, et donc elle va tout balancer sur Nilsson, donc qui il est, parce que là, à ce moment-là, les Jedi, enfin les 3 héros, les héroïnes, ne savent pas vraiment qui est Nilsson, qu'il est arm dealer, que Inra est le meurtrier du sénateur, c'est son homme de main, tout ça, bref, tout ça, on leur révèle ça à ce moment-là. Et le nouvel objectif, c'est de trouver qui est ce fameux Nilsson. C'est quelqu'un de difficile à trouver. Donc Vern va contacter Deva Lompoc, qui se connaissent, parce que tu disais Deva est l'ami d'Avon Starros, mais c'est aussi l'ami de Vern. Donc voilà, donc l'ami de mon ami, c'est mon ami. Et Vern va noter qu'une prime est sur la tête de Florinda. Donc Deva va lui dire, coïncidence, la galaxie est quand même petite, que Nilsson l'a commandité justement pour tuer Florinda, que recherche justement Vernestra, comme quoi. Et c'est là, c'est un détail amusant, mais je l'ai noté quand même. En bon Monster Hunter, Taiyorek, elle va capturer alors ces 2 guérioles, là, 2 gros monstres, et les amener dans un refuge sur Edsol. Ouais, voilà. C'est mignon. Donc, ça, c'est mignon, voilà. Les douaniers apprécieraient beaucoup. C'est des créatures ultra dangereuses. La manière que c'est décrit, là, c'est pas pour rien que ça fait un massacre dans la foule, là, dans l'aréna. Et c'est ça. Elle va les amener sur une réserve là, naturelle, tu sais, mais. Ouais, c'est ce qui est bien parce que c'est des créatures endémiques de la planète où ils sont, là, de Ruathi. Donc en fait, tu les sors de leur environnement qui est relativement glacial, alors qu'Edzol, on se rappelle, c'est pas vraiment de la glace, quoi. Bref.
Mais bon, c'est très. Ça fait plaisir à toute une frange de gens pour qui Luke Skywalker a dû se laisser mourir au lieu de tuer le Rancor. Tu sais, tuer un animal. J'avais jamais vu ça comme ça. Ah non, mais écoute, fait que c'est ça. Fait que je suis pas sûr. Dans les romans récents, de plus en plus, il évite de tuer les bestioles. Puis même Tyrek, qui au début nous était présenté comme une tueuse de monstres, mais en fait, elle les capture la plupart du temps. Puis c'est ça. Mais bon, c'est mon petit commentaire là, de. C'est ça. Rappelons que l'autrice est une New-Yorkaise, hein, donc son côté près de la nature, là. J'ai toujours pensé que le Rancor était assommé par la porte. Non, il prend les pics dans la tête. Attends, il prend l'air sur la tête. Et donc Deva peut. Chanceuse quand même la Vernestra, Deva peut aussi traduire le fameux message codé là, de Feu Garn, dévoilant la localisation de Florinda, enfin. Elle serait sur la planète Pinara, et donc Vernestra demande à Deva de laisser tomber sa traque de Florinda. Elle va lui donner une Sunstone et une pierre précieuse très très rare là, en remplacement du paiement. Malgré ça, Deva, en bonne bounty hunter, ce qu'elle reste quand même, elle va quand même contacter Nilsson et lui révéler la localisation de Florinda, donc sur Pinara. Tout le monde se dirige donc sur Pinara. Et ils vont tous retrouver Florinda quasiment au même moment. Là, on parlait de facilité scénaristique. Il fallait finir le roman, là, ça rush un peu sur la fin, j'avoue. Indara va affronter Hinra, l'homme de mer de Nilsson, et malgré le nullifier de Indara se montre une combattante redoutable, rien qu'avec la force. Et Indra, par contre, ne va pas se faire buter par Indara, mais c'est un sniper qui va le tuer. Vern, elle, va poursuivre Florinda qui s'est échappée. Au moment où Vern la rattrape et lui propose son aide, Florinda la refuse, va shooter carrément Vern au blaster et va repartir, et préfère repartir en fait avec Nilsson, qui lui a prévu de repartir sur la planète Septra, une planète minière où se trouve donc son laboratoire privé ainsi que des mines dans lesquelles il a développé son usine pour les nullifiers. Et donc Indera, Vern et Tai le poursuivent donc sur Septra. Ils arrivent devant la facilité, l'usine, quoi. Gros combat final. Elle se retrouve sur l'assembly line, la ligne d'assemblement, là, qui fait évidemment penser l'assemblage, pardon. Moi j'ai pensé évidemment à l'épisode 2 et la scène dans l'usine vite fait, quoi. Elles vont continuer leur avancée jusqu'à l'operation room. J'ai fait le gros flemmard sur les traductions. La salle de contrôle. La salle de contrôle, merci. Nilsson va se confronter en duel avec Vernestra. Alors lui avec un sabre custom, là, parce qu'il inclut un de ses nullifiers au sein du sabre. Et Vern, d'abord avec son sabre fouet, là, mais aussi avec un bouclier plasma là, donné à l'époque par son ancien padawan Imri Kantaros, qui ressemble à celui de j'ai plus le nom de la Jedi de la phase 2. C'est Célestra, c'est. Je sais pas. Je l'ai pas loin. À chaque fois, on le cherche. À chaque fois, à chaque fois, on le cherche. Il y avait ce fameux bouclier super stylé, voilà, qui est donné à sa padawan également. Silandra Shaw, exactement. Mais ça, c'est pas le même. Apparemment, ça en est un autre, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Bref. On n'a pas mentionné aussi qu'elle a donné le nom de Imri à son vaisseau. Hein. Oui, c'est vrai, le Kantaros, effectivement. Par un hommage. Et qui se rend. Alors, les deux, que ce soit le sabre fouet et le bouclier, seront tous les deux inutiles face au nullifier. Donc, Vern va finir par se battre à coups de pelle. C'était pas mal drôle. Jusqu'à ce que Nilsson se fasse tuer, shooté par la vraie mastermind derrière tout ça, sa secrétaire Grisella. Voilà, c'est la grande méchante en fait. Manque de bol pour elle, Indara, elle va arriver par derrière et va assommer Grisella. Que les Jedi vont pouvoir capturer facilement et ramener sur Coruscant pour y être jugés. Avant de partir, évidemment, les Jedi s'assurent que la production en masse de nullifiers soit évidemment stoppée. Et tout est bien qui finit bien. Vernestra, de retour au sein de l'Ordre, un nouveau rôle, là on en parlait, mais elle va être une sorte de lien entre le Sénat et l'Ordre Jedi. Moi, j'ai vu ça un petit peu comme ce qu'est Elzar à l'époque de notre République, non? Ouais, c'est un agent de liaison. Un agent de liaison. Pareil, ça m'a fait penser à ça aussi. Ouais, aussi. Est-ce que Anakin, c'est un agent de liaison aussi dans la prélogie, peut-être? Ça dépend de quelle liaison tu parles. Ouais. C'est agent de liaison multiple, au pluriel. Ouais, dans les deux sens. Mais voilà, ça fait penser un peu à ça, quoi, Vernestra. Et Indara, lui, annonce qu'elle veut devenir Wayseeker comme elle, en fait. Et tout est bien qu'ils finissent bien, elles partent chacun dans leur voie, et elles sont devenues très très bonnes amies, elles resteront très très bonnes amies. Fin. Voilà.
Excellent. Ben, on en a déjà dit beaucoup et en non-spoil. Moi, Tyrek, j'ai trouvé son personnage intéressant dans le sens que là, ce qui marque la grosse différence avec la Tyrek qu'on connaissait, c'est que là, elle est très âgée et, comme je dis, en espèce de fauteuil roulant ou fauteuil flottant. Fauteuil flottant très rapide, hein, parce qu'elle va plus vite que Vernestra qui court à pleine puissance. Mais sinon, au-delà de ça, écoute, c'est beaucoup. Il y a plein, on ne pouvait pas toutes les mentionner là, mais plein de name-dropping, comme tu as dit tantôt, Philippe, là, de trucs liés à la Haute République. Ah, mais vas-y, vas-y. Mon plus, c'est ça, je ne les ai pas toutes notées. Parce qu'après, un moment donné, j'étais rendu à 5, j'ai fait ah non, ok. Mais en fait, là, tu vas le pire pour moi, c'est Porter Engle. Voilà. Que j'ai vraiment cru qu'on allait perdre dans Trials of the Jedi. Donc, ça m'aurait vraiment fait chier de savoir déjà à l'avance qui survit. Mais c'est ça, tu as toutes sortes de personnages. Ben, il y a confirmation que certains sont morts de plus de vieillesse aussi, comme Avon Staros. Là, où, je pense qu'Imri aussi. Imri aussi, ouais. Imri est mort de vieillesse. Il est devenu philosophe. Ouais, c'est mentionné plusieurs fois. Hein, ouais. Mais voilà, mais pourquoi? Donc là, c'est les raisons de pourquoi il faut lire Wayseeker après Trials. C'est vraiment, pour moi, c'est une obligation, quoi. Enfin, Tyrek, ne serait-ce que pour Porter. Tyrek aussi, moi j'ai cru qu'on allait. Tyrek, tu pouvais la perdre. Facile, tu sais, dans Trials of the Jedi. Mais Porter, tu pouvais la perdre. Il mentionne Bury, qui aurait pu. Parce qu'en fait, voilà, c'est quand Indara va chercher Vernestra se demande mais pourquoi ils m'ont envoyé une Jedi comme ça, une jeune. Ils auraient pu envoyer machin. Voilà, Bury et Porter, c'est là qu'elle nomme les deux. Et tu dis, ah ben ils ont donc survécu. Et tu dis, ben ça aurait été tellement dommage d'avoir là, j'aurais été dégoûté, quoi, franchement. Bref. Il n'y a pas que ça, il y a aussi, on mentionne vite fait. Comment ça s'appelle? Keith Trennis, voilà. Keith Trennis, alors qui est mort plus tard, mais qui a survécu à la Haute République. Avon Staros, qui a survécu, bon, on savait un petit peu déjà. Donc, ouais, c'est quand même dommage, quoi. Je trouve. Tout à fait. Puis Imri, qui est dans l'autre roman, sorti le même jour. Hein, celui jeunesse, là, sorti le même jour que Wayseeker. Mais bon. C'est un choix. Le calendrier de sortie, là, c'est ça. Faut pas chercher à comprendre. Sinon, autre personnage, ben c'est ça, les classiques que Deva. En fait, le plus, c'est qu'au début, je me disais, OK, on parle-tu de l'autre chasseuse de primes en soute moulant rouge, là, qui est apparue dans Menace Fantôme, puis qu'après ça, ils ont développé beaucoup dans The Clone Wars. Puis, comment elle s'appelle? En tout cas, son nom ne me revient pas, là, mais avec la peau blanche, mais c'est ça, là, comme elle dit, la peau verte, les plumes colorées, etc. Oui, direct, les plumes, ouais. Mais là, je trouve que c'est un bon ajout, là. Je trouve, tu vois, c'est encore un personnage du Highlanderverse. Ouais. Mais elle dévore personne, par contre, dans ce roman-là, parce qu'on a l'habitude, c'est une race serpentine. Ouais, elle sauve la gueule très, très grand. Ouais. Voilà, qui bouffe les gens. Et d'ailleurs, il y a une petite... alors, c'est ça, tu disais, elle est présentée sans être nommée, c'est que quand le grand méchant va la rencontrer, donc il la décrit, mais il la trouve charmante et tout, et c'est là que je vois les allusions sexuelles, le gars aurait voulu se la faire, en gros, quoi. Il peut pas. J'ai compris comme ça, en tout cas. Ouais, voilà. Donc, c'était pas mal, sachant que je t'invite à retourner voir des dessins, par exemple, dans le comics de Sanastaros. On comprend tout à fait l'intérêt de certains mâles, on va dire, là, peu importe les races, là, mais voilà. C'est une race connue pour... C'est une Shani, voilà, pardon. C'est une Shani, c'est une race connue pour avoir des membres très... très attirants, quoi, plutôt attirants. Sinon, écoute, il y a de l'alien à foison. Là, donc, ça, je sais que des fois, il y en a qui se plaignent qu'il n'y en a pas assez. Mais écoute, ce que je disais en partie non-spoil, évidemment, c'est le fait qu'on a zéro développement sur Khimir. Et voilà, c'est la déception, ça. Ça, c'est la déception, parce qu'elle en parle souvent. Elle nomme jamais. Moi, j'aurais bien voulu avoir au moins un nom, et on sait qu'elle connaît, c'était son padawan, et il y a zéro nom, quoi. C'est ce qui est vraiment bizarre d'ailleurs, parce que vu qu'ils veulent faire le lien avec la série que c'est marqué The Acolyte, moi je m'attendais aussi à ce que ça soit. Et puis même qu'il t'explique aussi ce qui s'est passé. Même à la limite, un petit épilogue à la fin, tu sais. Voilà, parce qu'on se dit peut-être qu'ils voulaient révéler plus de ça. Je sais pas. Voilà, plus de ça dans la série, mais là, voilà, vu qu'on était au courant que la série, ça fait un petit moment qu'on sait qu'elle est annulée. Un an la série, et direct après, on savait qu'elle était annulée, quoi. Donc, un petit épilogue sur ça, dommage. Au Racing, Francis. Au Racing, l'autre chasseuse de primes. Non, écoute, je suis d'accord avec toi, Jean, c'est un petit peu rushé à la fin. Là, on sent que ça tombe à plat un petit peu vite. Là, Ouais, t'as vu la fameuse Florinda?
c'était tout l'enjeu du bouquin, et à la fin, en fait, à partir du bar, à partir de l'enlèvement d'Indara, je trouve que ça s'accélère vachement, en fait, et ça, voilà, tout converge, ils déchiffrent le message, ils avancent, tac, 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 et puis en fait, ça coche toutes les cases du jeu vidéo tout de suite là. Ouais, c'est ça. Ils trouvent des vagues. On rush au boss final. Donc, le grand boss final se fait avoir en 1 minute par derrière avec une roche, si je me souviens bien, là, un coup par derrière par Indara. Donc, il n'y a comme pas de combat final. C'est pareil, c'est dans combat avec Nelson. Voilà, parce que tu as Nilsson et donc le fameux homme de mer, là, Inara, je ne sais plus comment il s'appelle, qui se font buter par un tir de sniper ou un tir de blaster, alors que les Jedi, elles sont juste là. Elles auraient très bien pu se faire buter aussi, mais non, c'est les héroïnes, sinon le bouquin s'arrêterait là. C'est un peu facile. D'ailleurs, le sniper, tu vois, je sais plus d'où il sort, qui c'est qui bute vraiment. Pourquoi à ce moment-là? La solde de Florinda. Mais bon. Ah, peut-être, effectivement. Sinon, moi, le fait de ramener cette intrigue-là qui était dans le roman de Cavan Scott, là, que je mentionnais tantôt, L'Orage gronde, ça, j'ai trouvé ça très bien. Parce qu'effectivement, c'était quelque chose qui était cool dans ce roman-là. Puis là, après ça, de ramener Tiger Wreck qui était lié à ça aussi. Puis, les liens, vous avez raison, les ficelles, tout ça, c'est bien attaché là, avec la Haute République. Pour bondir sur ça, sur le... Ah, pardon. Non, je disais, ça me faisait penser à ce qu'il disait Francis tout à l'heure en disant que voilà, c'est quand même plus lié à la Haute République qu'à The Acolyte. Ouais, avec Nullifier notamment. C'est marrant parce que Nullifier, à part The Rising Storm, tu vois, il y a 2 romans qu'il mentionne vite fait, mais ça n'a pas été... moi, je l'avais loupé là, tu vois. Mais tu vois, en plus, je crois que c'est un roman, un comic, je crois que c'est Shadow of Starlight qu'il mentionne, mais c'est vraiment dans ce roman-là, Wayseeker, là, qu'on apprend le plus. Et il mentionne aussi, tu as remarqué peut-être, Francis, c'est quoi, Clérine Shekat, qui est l'inventeuse du Unifier dans The Rising Storm, et sa mère, Mantessa Shekat, qui prétend avoir été l'inventeuse, mais en fait non, c'est sa fille, elle a volé l'invention à sa fille, et mère et fille, elles vont sur Valo dans Rising Storm, et embauche Tyrek pour la protection, et je crois que la mère se fait buter par un monstre. Eux, ils veulent vendre ça à la République, hein, c'est ça qui est... voilà. À la base, c'était pour la République, et donc la mère se fait buter quand tous les monstres s'échappent du zoo, là. Et donc c'était des petits rappels sympathiques à Rising Storm. Sinon, d'autres points que vous voulez aborder? Rhaenestia, alors c'est plus du clin d'œil, hein, c'est pas vraiment de l'analyse profonde. Les 2 héroïnes, là, vont faire une recherche à Rhaenestia. Donc, planète créée par Ireland dans Lando's Luck, le tout premier roman de Ireland, carrément, qu'elle a repris dans Spark of the Resistance, dans presque une dizaine d'œuvres de la Haute République, dont tous les Justina Ireland, et même dans le comics Sana Staros. Donc, c'est presque carton plein pour Rhaenestia. Et c'est une planète importante, parce que je ne sais pas si tu te rappelles aussi, dans un comics, je crois que c'est un annuel, on voit la rencontre entre Vern et Stellan sur Rhaenestia aussi. Et je crois que c'est mentionné dans le bouquin qu'ils se sont rencontrés sur cette planète-là. Et c'est là où Stellan a pris Vern comme je me souviens pas du tout. Mais on est passé très très vite sur les visions de Vernestra avec Stellan Gios, mais c'était quand même un point intéressant aussi, là, dans le sens que justement, c'est pas tout à fait comment l'interpréter. Puis tu sais, nous, on ne sait pas exactement est-ce que c'est vraiment, par exemple, Stellan en fantôme de la force. Ou est-ce que c'est purement c'est ça dans sa tête, ou tu sais, c'est ça. Mais au-delà de ça, j'aurais aimé que pour la fin, qu'il y ait vraiment quelque chose d'impactant pour l'intrigue, pour le... tu vois, j'ai trouvé ça intéressant, moi, tu vois, parce que quand elle parle à Stellan, elle voit 3 objets, tu vois, tu as une fleur, une pipe à fumer et un cristal, je crois, et justement, tu as toute cette intrigue, sous-intrigue qui te dit, alors, quel rapport ces objets auront avec, parfois c'est un personnage, parfois c'est quelque chose d'autre. Je trouve ça intéressant, quoi. Tu dis, ok, la fleur, ça veut dire ça, la pipe, ça veut dire ça. La pipe, on avait un peu deviné dès le départ. Je te rappelle, c'est pas grâce à ça, par contre, qu'ils finissent par retrouver... C'est ça, c'est plutôt grâce à Devolum Pop qu'ils finissent par retrouver Nelson. En tout cas, bref, un détail, là, mais ouais. Puis il y a le droïde, il y a toujours dans Star Wars. C'est génial. C'est quoi, J6, qui était le droïde de Avant Star Wars dans Test of Courage. Je crois qu'elle file après à Ah ouais? Pas de conneries. C'est ça.
Oui, j'ai complètement squeezé pendant le résumé, mais il est là pendant toute l'aventure et c'est lui qui pilote le vaisseau parce que Verne ne peut pas, vu qu'elle tombe en. D'ailleurs, elle l'explique, elle le dit. Hein. Ouais, c'est vrai. Et c'est un droïde femelle aussi. Non, bah ça, c'est Justina Ireland, c'est normal. Ça me fait rigoler, quoi. Je dis, bah oui, c'est Justina Ireland, quoi. Bref. Ouais, moi, il me faisait penser à celui dans Solo, un peu. Oui, voilà. Quand tu penses droïde femelle, tu dis, mais pourquoi un droïde serait genré? Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour débattre. L337, là. Ouais. Voilà. Ouais, ben, pas juste le fait qu'il soit genré. En fait, l'attitude. L'attitude du droïde faisait penser un peu à L337. Ouais, c'est vrai. Que pensez-vous de. Alors, Félix Sunvale, c'est un petit caméo, le fils d'Avon. Mais Avon Sunvale, ok, donc, mais on a Sana Staros. Donc, un jour ou l'autre, ils reprennent leur nom Staros normal. Là. Ouais. C'est ça. Ouais, parce qu'on sait que Sana est vraiment. Il y a un fil. Voyons. Il y a une lignée là, avec Avon Staros. Donc, tôt ou tard, elle a repris son. Ben, en tout cas, quelqu'un a repris le nom Staros dans le. C'est ça. Ouais, parce que tous les Staros de Stana, tous les parents proches de Sana sont des Staros. C'était intéressant de voir ça. Surtout que Félix, voilà, Sunvale, donc c'est un petit caméo dans le fameux collectif. C'est donc lui le seul personnage masculin bon de ce bouquin-là, en fait. Techniquement. Ouais, c'est pas faux. Bon, on a quelques Jedi aussi, là. En fait, t'as Stellan qui est mort. Elle les démonise pas non plus, là. Tu sais, c'est pas... Ben si, regarde, pour N66, c'est un antagoniste. Ouais, lui, c'est de... Ben, tu sais, oui. Ouais, mais en même temps... Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Tu sais, vraiment, là, elle leur fait vraiment un coup de cochon, si on peut dire. Tu sais, vraiment, là, elle débarque comme ça, en plein milieu. Le Haut Conseil devant tous les Jedi, là, dans un sens. Ouais, mais c'est vraiment une grosse conne. Là, je répète, Vernestra en tout début, c'est une grosse connasse. Hein. Enfin, non seulement avec Indara, mais même en mode introspection, là, en mode première personne, non seulement elle se fout vraiment de la gueule d'Indara, j'ai vraiment eu de la peine pour Indara, quoi, qui a rien demandé, et en plus en mode première personne, pareil, elle se dit mais c'est qui cette meuf et tout, je dis mais est-ce que c'est pas le... Tu sais, moi je l'ai pris vraiment, en fait, quand ça fait... Enfin, je pense qu'on le saura jamais, mais je pense que quand ça fait presque un siècle que tu vis, en fait, et que tu vois des gens mourir autour de toi, etc., est-ce que tu construis pas une sorte de détachement, tu vois, un peu blasé, en mode je suis détaché, et quelque part c'est un mécanisme de protection aussi. Ah, peut-être. Je sais pas. Après, je revois la série Highlander, mais ouais, tout à fait. Écoute, ça fait du sens. Sinon, il y a le côté aussi, la différence entre elle et Tai, justement, là, sur, comment dire, Tai qui, elle, pour elle, c'est Lord Jedi, il n'y en a pas question, puis c'est où, tu sais, on la sent plus égoïste aussi, là, tu sais, tu pourrais faire de l'argent toi aussi, etc. Alors que Vernestra, même si elle est vraiment opposée au conseil puis à l'institution, tout ça, ben au final, il n'est pas question de quitter l'ordre. Tu sais, elle précise à un moment donné là, que ça n'arrivera jamais. Puis aussi que c'est de l'intérieur qu'on peut changer les choses. Mais disons que la liberté qu'il donnait à son rôle de Wayseeker, lui allait bien. Parce que vraiment, c'est pas une Jedi. En plus, c'est pas pour rien qu'il envoie Indara. Ça aussi, j'ai trouvé que c'était pas clair, hein, parce que est-ce qu'au début, Vernestra, vraiment, elle est bullshit quand elle dit j'ai pas eu vos messages. Oui, bien sûr. Il y avait du bruit sur la transmission. Ça met du temps à arriver. C'est tombé dans le spam. Là, directement, j'ai pas eu le courriel. Fait qu'on sait pas si c'est vrai ou pas. Là, mais c'est ça. Eux, ils envoient quelqu'un en personne parce qu'elle répond jamais au message. Ouais, c'était un peu l'excuse pour le team-up. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé ce passage avec Tai où quand on apprend qu'est-ce qui s'est passé entre Tai et Verne, justement. Que Verne a été, encore une fois, une grosse conne. Hein, très sympa, en sortant, on mettait la pierre des Jedi, Tai, 2 fois tu quittes l'ordre et tout, ça s'amusait. Et donc, elle s'est jamais excusée à Tai depuis, et puis elle s'excuse en ce moment, je crois d'ailleurs, genre des années après, quoi. Donc, c'est pas cool, hein. Vraiment, elle est pas cool, Verne. C'est pour ça que je la trouve plus dans son caractère... plus moi, j'ai trouvé qu'on lui imagine tout à fait l'actrice. Parce que vraiment, moi, c'est ce que m'inspire l'actrice dans la série. Ouais, antipathique. Je la trouve vraiment antipathique. Là. Après, c'est peut-être ça qu'ils lui ont demandé de jouer. Là. Je ne refais pas de reproche à l'actrice, là, mais ouais, t'es pas très bonne non plus, hein, franchement. Et pareil, niveau design, tu vois, je trouve ça affreux ce qu'elles ont fait de Vernestra dans la série. Et justement, je me suis dit, c'est cool. Donc, Indara lui demande pourquoi elle s'est rasé la tête. On a la réponse dans ce bouquin-là. Et j'étais très, très déçu par l'explication qu'elle trouve. C'était en mode, ce qu'elle dit. Faisait chaud. C'est limite ça, quoi.
Attends, c'était quoi? Attends, j'ai noté le truc. Ah oui, c'est pour montrer aux gens qui je suis. Mais je dis, mais c'est quoi? Ça veut rien dire. Ouais, c'est ça, c'est absolument rien dire. Elle m'aurait dit juste, moi, je m'aime comme ça, je me préfère comme ça. Il n'y a pas de souci. Tu préfères comme ça, tu fais ce que tu veux. Mais là, je veux montrer aux gens qui je suis. Alors, les tatouages, il n'y a pas de souci. Là, j'ai bien aimé le fait qu'elle se tatoue un tatouage par vie sauvée. C'était pas mal parce que c'est quand même cool ce côté de Vernestra qui te dit. Après 150 ans, tu commences à manquer de place pour les tatous. Peut-être, c'est pour ça qu'elle s'est rasé la tête. C'est pour. Elle m'aurait raconté ça. Mais bien sûr, ça fait sens. Ah, mais ok, elle avait besoin de place. Mais là, non, le coup de montrer aux gens qui t'aiment, quoi. C'est un peu dommage. C'est dommage d'avoir rasé la tête au passage. Bref, écoute, là, je comprends tout à fait que ce soit sa créatrice qui développe son personnage, tout ça. Mais je serais quand même curieux. Tu sais, on a eu un petit peu de Vernestra par d'autres auteurs, tu sais, quand elle participait à d'autres romans. Mais tu sais, je serais quand même curieux éventuellement d'avoir quelque chose sur ce personnage-là par un autre auteur. Tu sais, je sais pas. Comment il l'a ferait évoluer? Peut-être que c'est ça, qu'on aurait quelque chose de différent. Sinon, Indara, est-ce qu'on va la revoir dans une autre œuvre, à votre avis? Peut-être dans le bouquin qui va sortir. Celui sur les deux jeunes, là? Ouais, je sais pas. Vas-y, il se passe quand celui-là, on sait? Non, j'ai pas la. J'ai pas la. Avant The Acolyte, c'est pour ça. mais j'aimerais bien la revoir dans d'autres bouquins, d'autres comics, quoi. Ouais. Voilà. Sinon, d'autres petits insides rapides, genre, ou. Non, après, c'est que des name dropping, comme tu disais. Il y a énormément de planètes, là. C'est Swana, Tage, Helip, Ainesti en a parlé. C'est que des trucs qui étaient reprises d'anciens bouquins, notamment de notre République, voilà, Justin Ireland, notamment. Pas que, mais voilà, quoi. Il y a un truc, voilà, c'est Swana, c'est du Legends. Et c'est un truc de 93, qui date de 93, quand même. Donc, c'est quand même une vieille planète qu'elle a recanonisée. Tu te rappelles l'amiral Moti, c'est l'amiral qui se fait force choc par Vador dans l'épisode 4, mais ils viennent de Seswana aussi. Voilà. Donc Seswana, c'est quand même une planète qu'on a vue plutôt souvent. Après, tu le disais, c'est que des noms, des mentions, tu as Hera, Merono, Dalna, Banshee du manga, Genesia, tout ça, et ça, c'est beaucoup de planètes de la République, donc ça fait plaisir pour ceux qui l'ont lu, quoi. Et ça fait sens parce que c'est Indara qui les name drop souvent. Et Indara, comme c'est une archiviste, elle est férue d'histoire même, tu vois. Donc c'est pas juste gratuit, c'est un peu gratuit, mais ça fait sens. Oui, à plusieurs reprises, Indara dit pourtant, j'ai pas lu ça dans les archives. Effectivement, on ne peut pas tout mettre dans les archives. Il y a des choses qui ils ont une fâcheuse tendance à les effacer aussi. Ouais, c'est à ça que servent encore les téléphones aujourd'hui. C'est un des points de discorde entre Vernestra et le Conseil. Hein. C'est tous les secrets qu'ils cachent. Tu vois, le Nullifier est dégoûté de savoir qu'ils savaient, mais qu'ils en ont rien fait. Et nous, on sait que les Nameless, les Shrikare, maintenant, clin d'œil. Ou la fin de Trials of the Jedi. Voilà, la planète, c'est Prost, tout ça, c'est tout secret, quoi. Ouais, et c'était ça le but aussi. C'était ce que en tout cas, bref, on fera pas. Comme c'est très près, on fera pas spoiler la fin de Trials of the Jedi. Mais sinon, tu sais, c'est ça. Là aussi, j'ai vu quand même une petite occasion manquée de se remettre en question, dans le sens qu'elle reproche beaucoup les secrets à l'ordre, mais tu sais, au final, je trouve qu'elle en a elle-même plusieurs. Ou tu sais, quand t'es qu'elle maintient une distance avec avec l'ordre, là, que c'est ça. Je trouvais qu'elle n'était pas toujours parfaitement honnête avec elle-même. Mais bon. C'est ça, elle était corrompue par le Conseil et c'est ça d'habitude. C'est pour ça qu'elle est comme ça dans la série. Donc elle garde ses secrets à elle dans la série. C'est peut-être ça, effectivement. Parce que la mauvaise influence du Conseil. Ben voilà, écoutez, c'est sur ces avis partagés, c'est divisé encore. Pour une deuxième émission littéraire de suite, c'est divisé. Qu'on va conclure cette édition de Star Wars en direct littérature. Comme toujours, on vous invite à venir nous donner votre avis, ceux qui l'ont lu, ou quand vous l'aurez lu, là, revenez sur YouTube, les commentaires, évidemment les pouces, les partages et compagnie. Même chose, venez jaser tout ça avec nous sur les différents réseaux, entre autres sur notre Discord. C'est toujours des discussions très intéressantes. Jean, si je te demandais, on a quoi qui s'en vient? Ça va être de la littérature encore une fois, hein, parce que toujours. On n'a pas d'émission de... Ouais, c'est notre créneau, c'est la littérature. Donc en comics, on a le comics Ewoks, la petite mini-série, là, qui sortira mi-août, fin août, chez Panini en France. Et en roman, on va attendre la sortie déjà et puis bosser le sujet du roman Bad Batch Sanctuary, qui sortira début août en VO. Voilà, par Lamar Gill, un nouveau
Et corrige-moi si je me trompe, Jean, est-ce qu'on a mentionné le report de Crystal Crown à l'audio? Est-ce que tu l'as nommé au début? Oui, tu l'as dit à l'automne, où on en a parlé entre nous. Octobre ou novembre? Octobre? Ouais. Octobre. Non, mais je me demandais si on l'avait mentionné dans l'émission ou avant l'émission. Mais bref, parce que le roman physique est sorti. Donc, si vous voulez le lire, c'est disponible déjà depuis quelques jours. Mais l'audiobook est retardé de 3 mois. Donc, ce qui est quand même assez intense. Là. On avait déjà eu quelques rapports, mais pas mal moins long que ça. Donc, on va attendre à ce moment-là pour rassembler l'équipe encore une fois là, à l'automne. De toute façon, comme on disait, on a Sanctuary là, de Bad Batch qui sort une semaine plus tard. Donc, qui sort la semaine prochaine, là, au jour où on enregistre. Fait que c'est ça. On va être déjà quand même bien occupé pour l'été. Donc voilà, écoutez, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Merci Jean, merci Philippe. Et que la force soit avec vous. Bye. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by.